Un jour, un festival d'été avait lieu à l'université. La jeune fille se préparait à participer à un concours où elle devait tracer une ligne du début à la fin sans toucher les murs et en évitant tous les obstacles. Soudain, elle sentit une grande main masculine effleurer la sienne. Le signal de départ fut donné, et elle sentit la joue du garçon effleurer la sienne, sa paume guidant sa main avec assurance. Son cœur battait à tout rompre, sa paume était chaude et légèrement humide. Elle pouvait sentir la chaleur qui émanait de lui, sa présence si proche derrière elle. Son cœur battait si fort qu'il couvrait presque tous les autres bruits, résonnant dans ses oreilles. Elle sursauta et leurs mains se séparèrent, faisant dévier la ligne, ce qui provoqua des murmures déçus parmi les spectateurs. Ils avaient perdu. Le garçon plaça sa main sur sa bouche en soupirant, tandis que la jeune fille regardait le papier, pensant qu'ils étaient de toute façon loin de gagner et qu'il valait mieux qu'ils aient perdu rapidement. Soudain, le garçon lui murmura qu'elle savait qu'il était un peu fou. Elle lui jeta un coup d'œil, se maudissant pour la façon dont son corps réagissait à sa présence, et lui demanda ce qu'il voulait dire. Ses doigts effleurèrent doucement son oreille et commencèrent à la caresser. Puis ses doigts descendirent vers sa nuque, tournant doucement son visage vers lui. Le garçon lui murmura qu'il voulait l'embrasser. En entendant cela, les pupilles de la jeune fille se dilatèrent, puis elle se leva rapidement et le repoussa. Elle couvrit sa bouche de sa main, craignant qu'il ne passe à l'acte devant tout le monde. La jeune fille brûlait de honte, essayant de calmer son pouls qui battait à tout rompre. Remarquant sa réaction, le garçon sourit, son souffle chaud effleurant sa paume. Puis il lui saisit doucement le poignet, après avoir salué tout le monde, lui dit qu'il partait. Ils marchèrent rapidement dans la ruelle, ignorant les passants curieux. La jeune fille, légèrement essoufflée, lui demanda enfin où il l'emmenait. Les gens les regardaient déjà d'un air étrange, et la jeune fille commença à se sentir mal à l'aise. Elle lui demanda de la laisser seule. Il se retourna et lui demanda si c'était vraiment ce qu'elle voulait. La façon dont il lui tenait la main et ce qu'il disait rappelèrent à la jeune fille les événements qui venaient de se produire. Une grande main masculine et forte pressa son poignet contre le canapé. La jeune fille ferma les yeux, savourant l'instant, et soupira bruyamment. Luttant contre elle-même, elle marmonna quelque chose jusqu'à ce que le garçon lui demande soudain s'il voulait vraiment qu'il la laisse seule. Les souvenirs de cette soirée et son visage firent soupirer à nouveau la jeune fille, qui retira brusquement sa main. Elle pressa contre sa poitrine la main qui semblait brûler au contact de la sienne. C'était en été, à l'époque où les cigales chantaient. Le garçon serra le poing comme s'il voulait conserver la sensation de son contact. Cet été-là, elle rencontra le garçon qui allait changer sa vie. Un jour, alors que la jeune fille faisait son travail habituel au café, son amie et collègue, Kimeda, lui dit que leur cave avait été louée et qu'elle devait donc retirer ses affaires. Elle répondit qu'il ne restait plus que des ordures et les affaires de son ex-petite amie. Son amie, qui avait fini de préparer la commande, lui répondit que c'était les affaires de son ex, et que c'était donc à elle de s'en occuper. La jeune fille se figea en entendant le nom de Lidoyen. C'était encore un sujet douloureux pour elle. Pendant ce temps, Kim attendit la commande au client et lui sourit si gentiment que la jeune fille se sentit un peu mal à l'aise. Le type était un ami de longue date et propriétaire de l'immeuble où elle louait un appartement. Ils étaient également copropriétaires du café où ils travaillaient tous les deux. Elle se demandait parfois si elle ne le connaissait pas depuis si longtemps, si elle serait capable de ressentir le même frisson que les autres filles qui étaient leurs clientes lorsqu'il lui souriait. Le type lui dit d'arrêter de rêvasser et de finir son travail. Il lui dit de finir tôt et de se reposer, car elle avait été occupée par son bénévolat auparavant. La jeune fille répondit que c'était le professeur lui-même qui le lui avait demandé, qu'elle ne pouvait donc pas refuser. Le type lui dit que travailler gratuitement comme ça n'était pas bien et que la prochaine fois, elle devrait au moins demander à déjeuner. Après avoir jeté les poubelles, la jeune fille s'essuya les mains et fut surprise par la chaleur du mois de juin cette année-là. Elle s'apprêtait à entrer lorsqu'elle aperçut soudain les fenêtres du sous-sol où l'on pouvait voir des cartons contenant des affaires personnelles. Elle était surprise que Kimeda ait décidé de le louer, d'autant plus qu'il était vide depuis 3 ans. Pour être honnête, elle ne savait pas comment elle allait s'y prendre pour tout déménager toute seule. Dans ce sous-sol, il ne restait que des traces de Léo 1, désormais en décomposition.
C'étaient les affaires d'un salaud qui avait tout simplement disparu un jour. Au début, ils avaient une relation simple et confortable. Elle l'avait rencontré après avoir obtenu son diplôme universitaire, alors qu'elle se préparait à recevoir son diplôme en littérature coréenne. Lee Doyen était un beau garçon et beaucoup de gens étaient attirés par sa gentillesse. Elle pensait parfois qu'elle n'était pas assez bien pour lui, c'est pourquoi elle ne l'avait jamais freiné dans quoi que ce soit. Pourtant, le garçon lui était resté fidèle. Ils étaient ensemble depuis 3 ans et leur relation était confortable, facile et naturelle. La jeune femme était heureuse et pensait qu'elle n'avait besoin de rien d'autre, jusqu'au jour où il l'a quittée sans prévenir. Kim Eda a qualifié cela de « ghosting ordinaire » et a offert son soutien à la jeune femme pendant cette période difficile. Il lui a proposé de louer un appartement dans son immeuble, lui disant que le quartier était sûr et qu'elle s'y sentirait plus à l'aise. Young In-ko ressemblait à un fantôme. Elle était renfermée et indifférente à tout ce qui se passait autour d'elle. Il y a 3 ans, par une étrange coïncidence, Kim Eda a acheté un immeuble rénové et a loué le 2e étage à la jeune fille pour qu'elle s'y installe. Au rez-de-chaussée, ils ont ouvert un café ensemble et ont utilisé le sous-sol comme entrepôt. Le jeune homme a rassuré son ami en lui disant qu'il n'y avait rien de mieux que l'argent pour guérir un cœur brisé, et cela a effectivement fonctionné. La jeune fille s'est installée dans son nouveau logement et a passé tout son temps libre à travailler. Le succès de son livre est arrivé à point nommé. Alors qu'elle essayait de s'adapter à sa nouvelle vie, la blessure laissée par sa relation ratée s'est progressivement refermée. La jeune fille pensait que Kim Eda croyait peut-être encore qu'elle portait ce fardeau. Mais grâce à ses revenus, elle avait réussi à se remettre de cette relation douloureuse. Elle avait réussi à s'éloigner de son passé. Mais finalement, elle se retrouvait toujours ici. La jeune fille marchait dans la rue, songeant qu'au final, les souvenirs douloureux l'avaient une fois de plus submergée. Soudain, un homme passa devant elle et entra dans le café. Elle tourna la tête vers lui, mais ne vit que son large dos et l'arrière de sa tête. Il laissa derrière lui un sillage de parfum de lessive fraîche. La jeune fille aimait beaucoup cette odeur, d'autant plus qu'elle était rare par ces journées chaudes. Elle marcha encore un peu, s'attardant dans le sillage de l'odeur agréable de cet inconnu. Young In-ko arriva au studio d'enregistrement où l'un des garçons lui tendit un milkshake et la remercia pour sa participation à l'écriture du script. La jeune fille rougit et demanda quand ils allaient commencer à travailler. Le garçon répondit que l'annonceur allait bientôt arriver et précisa qu'il était très doué, même s'il était inscrit en sculpture. Young In-ko fut surprise et trouva assez étrange qu'un présentateur vienne du département de sculpture. À ce moment-là, la porte d'entrée s'ouvrit soudainement. Ses poumons se remplirent de cette odeur fraîche qui lui était déjà familière. Un grand et beau garçon entra dans le studio et s'excusa d'être en retard. La jeune fille se trouva hypnotisée par son sourire. Le garçon avait l'air très sympathique et charmant. Il alla immédiatement se présenter aux autres membres du projet. Et la jeune fille trouva qu'il avait vraiment une belle voix. Elle l'observait du coin de l'œil, en sirotant son milkshake. Elle baissa les yeux et se dit qu'elle aurait préféré éviter toute salutation inutile. Elle était fatiguée de rencontrer de nouvelles personnes. À sa grande surprise, le jeune homme s'approcha d'elle, lui sourit chaleureusement et la salua. Elle lui tendit la main et se présenta. Le garçon la salua une nouvelle fois et lui dit qu'il s'appelait Lee Jian. Il lui serra fermement la main, lui disant qu'il avait entendu dire qu'elle étudiait à leur université et qu'il était très heureux de la rencontrer. Le garçon l'appela respectueusement Sunb. La fille rougit et répondit qu'elle avait obtenu son diplôme universitaire depuis longtemps et qu'il pouvait simplement l'appeler par son prénom. Finalement, Lee Jian fut appelée pour l'enregistrement et tout le monde autour d'eux se prépara à travailler de manière productive. La jeune fille fixait sa main vide, éprouvant une sensation étrange, comme si elle l'avait déjà rencontré auparavant. Elle se dit que même si elle avait déjà vécu un sentiment de déjà-vu, elle se souviendrait certainement d'un homme avec une apparence aussi distinctive. Puis, soudain, elle remarqua le verre que l'homme avait laissé sur la table devant elle. C'était un verre de leur café, et elle se souvint soudain pourquoi son parfum lui avait semblé familier. C'était l'odeur de l'adoucissant qu'elle avait senti plus tôt dans la matinée sur le garçon qui était passé devant elle. C'était bien lui. Lee Jae-yong ne savait pas à quoi pensait la jeune fille, mais il remarqua qu'elle jetait un coup d'œil à son verre,
puis que son expression se transformait en surprise. Il esquissa un sourire en coin. Enfin, le début de l'enregistrement fut annoncé, et Yong-Inko, se penchant en arrière, pensa que c'était une curieuse coïncidence. Elle se prépara à se concentrer sur le script. Dès les premiers mots, elle se figea de stupéfaction. La voix du garçon était grave, lui donnant des frissons dans le dos, mais douce à la fois. Sa voix correspondait parfaitement au personnage qu'elle avait écrit. Elle écouta chaque mot, et eut l'impression que le personnage de son imagination avait pris vie et une forme physique. D'une main, elle serra le script et se mordit le doigt de l'autre. La jeune fille était excitée et rougissait. À ce moment-là, elle réalisa qu'elle allait probablement avoir des problèmes. Li Jian observa la jeune fille, remarquant sa réaction à sa voix, sourit avec satisfaction. Après avoir terminé leur journée de travail, le groupe se rendit dans un bar voisin pour boire une bière. Yong-Ankyo vérifia l'heure et décida de ne pas rester trop tard. Tout le monde admirait la voix de Li Jin et la façon dont il savait rendre la personnalité du personnage. Ils en arrivèrent à la conclusion que lorsqu'on est beau, tout ce qu'on fait semble beau. La jeune fille but une gorgée de bière, pensive, et se dit qu'en vérité, ils avaient vraiment réussi à bien travailler ensemble. Elle se souvenait avoir bu chacune de ses paroles, le souffle coupé, pendant qu'il lisait le script. Puis, soudain, elle sortit de ses pensées et se demanda, a-t-elle déjà été attirée par une voix ? La jeune fille décida que c'était mauvais signe si elle était autant attirée par le ton de sa voix. Ses pensées furent interrompues par la voix du jeune homme, qui lui demanda ce qu'elle avait fait ces derniers temps. Yong-Inko répondit qu'elle travaillait dans un café, qu'elle essayait d'écrire et qu'elle voyageait beaucoup. Selon elle, elle gâchait simplement sa vie. Elle dit que sa vie continuait comme d'habitude, ennuyeuse et simple. En soupirant, elle murmura qu'il n'y avait aucune passion dans sa vie. À ce moment-là, Li Jian, qui avait écouté attentivement leur conversation, se concentra et sourit, mais personne ne le remarqua. Mais soudain, la jeune fille remarqua son reflet dans le miroir et fut presque certaine qu'il avait écouté leur conversation. Elle se réprimanda d'avoir partagé des choses aussi personnelles aussi facilement. Elle se mit alors à observer attentivement le jeune homme. Elle avait toujours aimé percer le masque des gens et révéler leur vraie nature. Elle était curieuse de savoir si son attitude aimable et son sourire doux reflétaient vraiment sa personnalité. Elle se concentra sur la conversation des jeunes et commença à remarquer des schémas dans son comportement. Après l'avoir observé pendant un moment, la jeune fille acquit la conviction que toute sa gentillesse n'était qu'une façade et que ses sourires étaient soigneusement calculés, comme s'ils sortaient d'un manuel. Il faisait partie de ces personnes qui sont radicalement différentes à l'intérieur et à l'extérieur. C'était le genre de personne qui mettait facilement tout le monde à l'aise et ne laissait personne indifférent. Son charme faisait sans aucun doute battre le cœur des filles. Elle aurait pu le classer dans la catégorie des narcissiques inoffensifs, ce qui, d'ailleurs, était rare dans son entourage. Son analyse de sa personnalité fut interrompue par un appel entrant. Elle se leva brusquement et dit qu'elle devait répondre de toute urgence à Kima, qui avait probablement déjà fermé le café et voulait l'avertir de quelque chose. Son interlocuteur lui dit qu'ils étaient agaçants d'être si proches et lui demanda s'ils sortaient ensemble. La jeune fille grimaça et répondit en plaisantant qu'ils étaient comme des parents qui en avaient marre les uns des autres. Yong-Yunyo répondit à l'appel et entendit la voix mécontente de son amie. Il lui demanda si elle n'avait pas encore fini. La jeune fille se souvint alors qu'elle devait ranger le sous-sol. Elle marmonna rapidement qu'elle avait complètement oublié et qu'elle allait tout de suite s'en occuper. Le garçon répondit qu'il passerait la chercher et l'aiderait. Pendant ce temps, Li Jian écoutait attentivement la conversation de la jeune fille et apprenait qu'elle avait l'intention d'aller au café. La jeune fille s'approcha du groupe et prit congé, mentionnant qu'elle avait encore des choses à faire pour la journée. Elle se retourna et se dirigea vers la sortie tandis que le garçon la suivait du regard. Il savait où elle allait et pourquoi. Et dans son esprit, un plan d'action se formait déjà. Yango et Kimeda se dirigeaient ensemble vers le sous-sol de l'immeuble, se taquinant mutuellement. La jeune fille grommela contre le garçon qui avait recommencé à fumer. Elle essaya d'allumer la lumière, mais rien ne se passa. Après plusieurs tentatives, le garçon dit qu'il allait vérifier le compteur électrique. La fille décida de se contenter de la lampe torche de son téléphone pour l'instant et entra dans la pièce.
Elle se demanda pourquoi elle devait s'occuper de tout cela. Elle commença à inspecter les cartons et les valises, et s'aperçut qu'elle avait également pas mal d'affaires ici. Lorsqu'elle tomba sur une boîte de photos, elle en prit une et la regarda avec une pointe de tristesse. La plupart de ces boîtes étaient remplies à ras-bord de regrets. Il y avait des photos d'elle avec Lee Ho-yoon quand ils étaient encore heureux ensemble. En vérité, la jeune fille l'aurait volontiers effacée de ces photos si elle avait pu. Elle entendit des pas derrière elle et demanda ce qui se passait avec le compteur électrique et pourquoi il n'y avait toujours pas de lumière. Elle s'apprêtait à se retourner et à suggérer à Kimeda de découper les photos, mais soudain, elle sentit qu'on lui saisissait les mains. L'homme fort l'attrapa très rapidement et fermement et l'immobilisa en appuyant son avant-bras contre sa gorge. Il jura bruyamment et demanda à cette personne ce qu'elle faisait dans son atelier, à fouiller dans ses affaires. Mais il hésita et se tut. Les lumières s'allumèrent et Lee Jian vit la jeune Eunhyo figée, les mains levées et le regard fixé sur lui, sous le choc. Le type se figea de surprise. La jeune fille ne savait pas comment réagir, car ses gestes et ses paroles l'avaient effrayée. Pendant ce temps, l'homme continuait à la fixer, sous le choc, sans se rendre compte qu'il la tenait toujours fermement. Il baissa immédiatement les mains et recula d'un pas, s'excusant auprès d'elle. Lee Jian expliqua qu'il l'avait prise pour une voleuse et qu'il était vraiment désolé. La jeune fille se frotta le cou endolori et répondit que ce n'était pas grave. Elle se dit que même si elle avait été une voleuse, sa réaction avait été un peu trop violente. Soudain, le garçon s'approcha d'elle et lui prit doucement la main, l'examinant attentivement. Il lui dit qu'il n'était pas bien à cause de ce qui s'était passé et lui demanda avec inquiétude si elle avait mal. La jeune fille trembla à sa proximité et recula rapidement. Elle répéta que tout allait bien, mais à l'intérieur, elle avait du mal à reprendre son souffle, car son odeur et sa proximité lui donnaient le vertige. Elle remit sa casquette et dit qu'elle se souvenait de lui du studio d'enregistrement. Le garçon garda les yeux fixés sur elle et répondit qu'il l'avait reconnue dès que la lumière s'était allumée. Young Eunhyo esquissa un sourire et dit qu'elle avait une mauvaise mémoire des visages, c'est pourquoi elle avait eu peur au début, ne le reconnaissant pas tout de suite. Bien sûr, c'était un mensonge éhonté, mais elle ne voulait pas qu'il pense autre chose. Elle lui demanda ce qu'il faisait là, et le garçon jeta un coup d'œil autour de lui avant de répondre qu'il louait cet endroit et que c'était désormais son atelier. La jeune fille fut surprise et lui demanda si elle avait bien compris. Il lui lança un regard interrogateur et lui dit que depuis ce matin, c'était son atelier, puis lui demanda si cela lui posait un problème. Il sourit d'un air suffisant lorsqu'il remarqua que la jeune fille rougissait, clairement surprise par cette révélation. Kimeda descendit au sous-sol, jetant des regards méfiants autour de lui, ne comprenant pas pourquoi les lumières clignotaient sans cesse. En entrant dans la pièce, il vit la jeune fille et leur nouveau locataire ensemble. Les deux jeunes gens étaient debout et discutaient avec désinvolture. Il se força alors à sourire et dit à Jong Eunhyo que c'était le locataire qui louait leur sous-sol. À sa grande surprise, la jeune fille répondit qu'ils s'étaient déjà rencontrés au studio Gunsun, où le jeune homme avait participé à l'enregistrement de la voix off d'un film. Lee Jae-hyun dit qu'il était très surpris de la voir ici et elle répondit qu'elle habitait au 2e étage et qu'elle était descendue pour déménager ses affaires. Kim eut un sourire étrange et lui demanda s'il n'avait pas dit qu'il viendrait demain, se demandant pourquoi il était venu de nuit. Le jeune homme a souri et a répondu qu'il passait juste par là et avait décidé de vérifier quelque chose. Les deux avaient l'air plutôt étranges ensemble. Puis, soudain, il a demandé à la jeune fille si elle avait besoin d'aide pour porter ses affaires. Elle a rougi et a protesté, disant qu'elle pouvait très bien se débrouiller toute seule. Elle a ensuite ajouté qu'elle avait de toute façon l'intention de tout jeter, donc qu'il n'était pas nécessaire de se fatiguer. À sa grande surprise, Lee Jian la regarda sérieusement et lui dit que dans ce cas, elle devrait lui laisser cette tâche. Young Eunhyo rougit et répondit qu'elle ne pouvait pas lui laisser ça et qu'elle s'assurerait de tout nettoyer d'ici demain. Cependant, le garçon resta calme et insista en disant que puisqu'elle allait tout jeter de toute façon, il pourrait aussi bien s'en débarrasser avec ses propres affaires après avoir déballé ses cartons. Soudain, en ouvrant l'une des boîtes, la jeune fille se figea lorsqu'elle aperçut un petit coffret en velours. Son cœur fit un bond et elle resta immobile, fixant l'objet qui lui rappelait des souvenirs si douloureux. Elle entendit la voix du jeune homme derrière elle qui disait qu'il ne voulait pas vraiment l'aider, mais qu'il se sentait mal à l'aise. Confuse,
Elle se retourna et lui demanda ce qu'il voulait dire. Le garçon répondit que d'après les papiers, l'appartement lui appartenait déjà et qu'il n'aimait vraiment pas que des étrangers fouillent dans son territoire. Il la regarda avec assurance et lui demanda avec un sourire narquois de le comprendre. Young Inko sentit de l'irritation derrière ses manières polies. L'image qu'il avait donnée toute la journée avait complètement disparu, et elle remarqua quelque chose de tout à fait différent chez lui. Alors qu'il attendait impatiemment qu'elle parte, Young Yuno pensa que c'était probablement son vrai visage. Au bout d'un moment, la jeune fille était dans son appartement, elle alluma le ventilateur et se dirigea vers le canapé. Fatiguée, elle s'effondra sur le canapé en se plaignant de la chaleur. Elle décida de se détendre et de regarder la télévision. Elle commença à zapper quand soudain, elle se souvint de quelque chose. Sa main se tendit vers la boîte en velours qu'elle avait discrètement glissée dans sa poche et sortit de la cave. La jeune fille ouvrit la boîte, examina la bague familière et se demanda pourquoi elle l'avait emportée avec elle. Avait-elle encore une quelconque valeur à ses yeux? Elle se souvenait que Kimeda avait dit que le plus important était que les boîtes ne soient plus dans le sous-sol, et que peu importait qui s'en débarrassait. Il avait dit que le locataire leur rendrait vraiment service s'il le faisait lui-même. En échange, le type avait promis de l'inviter à boire gratuitement pendant une semaine entière dans leur café et avait demandé à Young Inko si cela ne le dérangeait pas. La jeune fille avait soupiré et répondu, que ce soit ainsi. Elle dit que puisque c'était elle qui causait des problèmes, elle lui préparerait les boissons elle-même. Le type lui demanda si elle travaillait au café, et la jeune fille répondit qu'elle y a été copropriétaire. Lee Jian l'applaudit, disant qu'il avait entendu dire qu'elle était une écrivaine à succès et qu'elle arrivait malgré tout à travailler et à gérer un café. Kimeda intervint et dit qu'il était déjà tard et qu'il ne devait pas déranger leur locataire plus longtemps. Le jeune homme observait avec intérêt les amis se disputer et plaisanter entre eux. En partant, la jeune fille lui souhaita bonne chance pour son déménagement. Elle le remercia encore une fois d'avoir pris soin de ses affaires. Le jeune homme sourit et lui promit qu'il jetterait tout et qu'elle ne devait pas s'inquiéter. La bague à la main, la jeune fille l'examina et se dit que peut-être tout ce qui arrivait était pour le mieux. Elle avait évité de se débarrasser de ces objets parce qu'ils lui rappelaient cette époque, même s'ils ne lui appartenaient pas. Elle avait même oublié pourquoi elle avait gardé la bague. Peut-être avait-elle prévu de la mettre en gage en cas de coup dur. La jeune fille glissa la bague à son doigt et, à sa grande surprise, après toutes ces années, elle lui allait toujours parfaitement. Elle ne voulait pas laisser un objet comme celui-ci derrière elle, pour qu'un parfait inconnu le jette. Après tout, c'était un métal précieux. Puis, soudain, elle se figea, réalisant ce qu'elle venait de faire. La jeune fille se leva d'un bond, retira la bague de son doigt, pensant qu'elle avait perdu la tête en l'essayant, et qu'il était grand temps d'oublier tout cela une bonne fois pour toutes. Elle s'approcha de la fenêtre ouverte, respira profondément l'air frais et se dit que tout cela était désormais derrière elle. Toute cette histoire était terminée depuis 3 ans, et elle ne laisserait plus son passé la hanter. Pendant ce temps, Lee Jin parlait à sa mère au téléphone. La femme se plaignait que son fils avait emménagé dans un sous-sol au lieu de choisir l'espace artistique qu'elle lui avait trouvé. Il regardait une photo de Yom Ankyo avec son ex-petite amie et appuya fortement son doigt sur le visage du garçon, froissant la photo. Il répondit à sa mère qu'il aimait beaucoup l'endroit qu'il avait choisi, d'autant plus qu'il était proche de l'université et que le quartier était agréable et calme. Lee Jong tomba accidentellement sur le journal intime de la jeune fille. Il l'ouvrit au hasard sur une page où se trouvait une photo d'elle et lut ce qui était écrit. Il colla le téléphone à son oreille, mais n'entendait plus sa mère. Son esprit était concentré sur ce qu'il lisait. Elle avait été écrite il y a environ 5 ans, et un sourire se dessina lentement sur son visage. Au fil de ses pensées, il entendit la voix de sa mère qui se plaignait qu'il ne l'écoutait pas. Le jeune homme referma rapidement le journal intime et dit qu'il était occupé par le déménagement, ce qui l'avait un peu distrait. La femme dit qu'ils devaient absolument se voir et déjeuner ensemble au moins une fois, car ils ne s'étaient pas revus depuis son retour de l'étranger. Le jeune homme accepta et dit au revoir à sa mère. Il s'apprêtait à partir lorsqu'il aperçut Kimeda à l'entrée. Le jeune homme était appuyé contre le mur en train de fumer. Lee Jong fut surpris et lui demanda quand il avait recommencé à fumer. Kimeda répondit qu'il avait recommencé récemment.
Jon répondit qu'il avait arrêté depuis longtemps et suggéra à Eda d'essayer aussi. Il était sur le point de partir lorsqu'il entendit la voix de son ami. Le garçon demanda s'il était vrai qu'il ne savait pas que Jung Yunyo était au sous-sol lorsqu'il était entré. Puis Kim Eda demanda si c'était vraiment une coïncidence si Jian s'était retrouvé dans le groupe de doublage pour son scénario. Jian prit un air innocent et répondit que c'était effectivement une coïncidence. En tant que diplômé de la faculté des arts, une telle expérience était simplement un bonus pour lui. Le type expira une bouffée de fumée et dit que quoi qu'il en soit, grâce à lui, la fille allait enfin se débarrasser de toutes les vieilleries qu'elle n'avait pas pu jeter depuis des années. Il avertit son ami de se taire et de ne pas révéler qu'il connaissait les Oyun. Li Jan a souri et a demandé pourquoi il devrait faire cela. Était-il vrai que la fille n'avait toujours pas oublié son frère aîné? Kim Eda s'est immédiatement approché du type et lui a donné un coup dans la poitrine, disant que la fille n'éprouvait que du dégoût pour son frère aîné. Il lui a dit de rester tranquille et de faire profil bas afin qu'elle puisse vivre en paix. Elle avait déjà assez souffert de leur rupture, elle n'avait pas besoin d'apprendre que ce type était le petit frère de son ex. John ne réagit pas à la remarque de son ami et acquiesça calmement. Puis il prit la cigarette des mains du type déconcerté et la jeta par terre, disant qu'il était interdit de fumer ici et qu'en tant que propriétaire, il devait être le premier à respecter les règles. Puis il lui fit un signe de la main en se dirigeant vers sa voiture et lui dit qu'il se verrait demain. Kim Eda regarda son ami s'éloigner en pensant qu'il se comportait de manière plutôt arrogante. John avait ses propres plans pour gérer la situation avec la jeune fille et savait pourquoi il avait orchestré tous ces événements avec la location. Yoo Min-kyo servait l'une de leurs clientes habituelles au café et les deux femmes discutaient joyeusement. La cliente lui demanda ce qu'elle avait à la lèvre et la jeune fille sourit en répondant qu'elle avait oublié de fermer la fenêtre pendant la nuit et qu'un moustique l'avait piquée. Eda apparut avec un plateau de petits pains et dit que le gâteau serait bientôt prêt. La jeune fille posa la commande sur le plateau et se dit, qui aurait cru que le garçon qui était si populaire à la faculté de littérature était aussi un cuisinier aussi doué. Elle savait que tout ce qu'il entreprenait était toujours excellent. Ce n'était pas parce que tout lui venait facilement, mais parce qu'il obtenait tout grâce à son travail acharné et à sa persévérance. C'est pourquoi, lorsqu'il lui avait proposé son aide, elle avait accepté sans hésiter. Lorsque la jeune fille revint au comptoir après avoir livré la commande, le jeune homme lui dit que le gâteau aux fraises était prêt. Elle a regardé son chef-d'œuvre culinaire avec admiration. Il lui a dit d'aller dans la cuisine et de manger les fraises qu'il avait laissées là spécialement pour elle. La jeune fille a commencé à manger les fraises et à vérifier ses emails. À sa grande déception, elle avait reçu un nouveau refus de la maison d'édition. Bien qu'elle leur ait envoyé son manuscrit plusieurs mois auparavant, ils venaient seulement de lui répondre pour lui signifier leur refus. Ils lui ont répondu que son nouveau travail manquait d'originalité, de contenu captivant et d'intrigue. En bref, ses livres ne rencontraient plus le succès. Soudain, la jeune fille s'est souvenue qu'il y a plusieurs années, lorsqu'elle débutait sa carrière d'écrivain, elle avait laissé de nombreuses notes dans son journal intime. Elle a couru vers le comptoir et a dit à Eda qu'elle devait descendre au sous-sol un instant et lui a demandé de la remplacer. Le jeune homme accepta, mais alors qu'elle s'éloignait précipitamment, il ne put s'empêcher de se demander pourquoi elle avait besoin de descendre. Il se sentait mal à l'aise face à la relation grandissante entre elle et Li Jan. La jeune fille descendit prudemment, se demandant s'il avait déjà jeté toutes ses affaires. Elle remarqua que la porte de la pièce était légèrement entr'ouverte. Elle frappa poliment et s'excusa de déranger. Alors qu'elle jetait un coup d'œil à l'intérieur, le jeune homme leva les yeux et s'apprêtait à dire quelque chose, mais il s'interrompit brusquement. La jeune fille ne pouvait détacher son regard de son dos, essayant de rassembler ses pensées. Les muscles de son dos ressortaient clairement, malgré sa tension, elle ne pouvait s'empêcher de remarquer avec quelle aisance et quelle assurance il bougeait, vaquant à ses occupations. Jon se retourna, réalisant que la jeune fille l'observait. Il n'avait aucune raison d'être gêné, alors il répondit simplement qu'il s'était sali en travaillant et qu'il avait décidé de se changer. La jeune fille resta là, silencieuse, essayant de se ressaisir. Yoo Man-kyo baissa rapidement les yeux vers le sol, rougissant, et commença à s'excuser d'être entrée si soudainement. Elle prit une profonde inspiration, se demandant pourquoi elle se retrouvait toujours dans des situations aussi embarrassantes, et décida de ne pas perdre plus de temps. Sans hésiter, elle lui demanda s'il avait déjà jeté toutes ses affaires.
En enfilant son t-shirt, le jeune homme s'approcha d'elle avec désinvolture et lui dit qu'il restait encore quelques affaires. Il lui demanda ensuite si elle cherchait quelque chose en particulier. Toujours gênée, elle leva les yeux vers lui et lui dit qu'elle cherchait une petite boîte avec un smiley dessus. Le jeune homme lui répondit que la boîte qu'elle cherchait était toujours là. Young In-ko continua à se sentir gênée et demanda si elle pouvait prendre quelques affaires dans la boîte. Soudain, le type se pencha vers elle et lui demanda si elle voulait prendre ses objets de protection. Le visage de la jeune fille rougit lorsqu'elle se souvint qu'il y avait de tels objets dans la boîte. Le jeune homme continua en disant qu'ils étaient probablement périmés à présent. La jeune fille répondit rapidement qu'elle n'avait besoin que du cahier qui se trouvait dans cette boîte. Elle leva les yeux vers lui et lui demanda s'il l'avait déjà jeté, espérant le retrouver si possible. Le jeune homme resta silencieux, l'écoutant attentivement sans répondre. Finalement, Jung In-yo l'a appelé, ne comprenant pas pourquoi il ne lui répondait pas. Puis, il lui a soudainement demandé ce qu'il y avait de si précieux là-dedans pour qu'elle le cherche si désespérément. Yo ne savait pas comment répondre, mais le garçon s'est alors retourné et lui a dit qu'il avait gardé son journal intime parce qu'il s'était rendu compte que ce n'était pas quelque chose qui devait être jeté. La jeune fille fut soulagée et lui demanda de le lui rendre. Le garçon se mit à fouiller dans la boîte et lui demanda avec un sourire narquois si elle voulait vraiment qu'il le lui rende comme ça. La jeune fille n'aimait pas son ton, car c'était à elle à l'origine, mais elle ne voulait pas se disputer avec lui. Elle lui dit qu'elle l'inviterait à déjeuner à la place. John s'approcha d'elle et répondit qu'il n'avait pas besoin de charité. La jeune fille fut surprise et lui demanda si, dans ce cas, il voulait qu'elle l'aide à déballer ses affaires. Soudain, le jeune homme se pencha vers elle, effleurant sa joue du bout des doigts, et lui demanda à voix basse s'il pouvait vraiment lui demander n'importe quoi. Young In-yo se raidit, sentant son souffle sur son visage. Elle se figea, le regardant fixement, et lorsqu'il passa doucement son doigt sur sa lèvre inférieure, un frisson parcourut son corps. Sa voix s'abaissa encore davantage lorsqu'il lui dit que sa lèvre était enflée. Puis, soudainement, il retira sa main comme si de rien n'était et dit qu'elle semblait avoir été piquée par un insecte. La jeune fille resta là, incapable de comprendre pourquoi il avait mentionné un insecte. Elle enroula ses bras autour d'elle pour arrêter de trembler et lui demanda s'il se comportait toujours ainsi. Le garçon sourit et lui demanda ce qu'elle voulait dire. La jeune fille lui répondit qu'il agissait de manière un peu étrange, que la personne qu'il montrait en public était très différente de celle qu'il était lorsqu'ils étaient seuls. John lui dit qu'elle avait déjà tout compris. Malgré ses efforts pour paraître amicale, la jeune fille avait vu clair dans son jeu. Il la regarda et lui dit qu'elle avait déjà réussi à l'analyser et à comprendre quel genre de personne il était. Young In-yo s'en doutait, mais maintenant elle en était certaine. Elle était surprise qu'il n'essaie pas de cacher son mauvais caractère. Elle avait pensé qu'il continuerait à se faire passer pour un saint. Elle observa attentivement son sourire suffisant et comprit que cet homme prenait plaisir à la mettre mal à l'aise. Elle décida de ne pas jouer le jeu et de ne pas se laisser faire. À la grande surprise du jeune homme, la jeune fille s'excusa calmement. Elle commença à partir et dit qu'elle s'était précipitée et que le journal n'était pas si important pour elle, qu'il pouvait donc le jeter. John lui demanda si elle abandonnait trop vite. La jeune In-kyo répondit qu'elle n'aimait pas les blagues stupides ni les jeux psychologiques. Soudain, elle sentit le bout de ses doigts effleurer les siens et un choc électrique parcourut son corps. Elle se retourna et vit qu'il la regardait anxieusement, lui demandant d'arrêter. Jun devint sérieux et lui demanda si elle était en colère contre lui. La jeune fille le regarda, affichant un air indifférent, et lui demanda si elle devait être en colère contre lui. Le garçon prit sa main dans la sienne et lui demanda à nouveau si elle était peut-être agacée. La question surprit beaucoup la jeune fille. Comme elle ne savait pas comment répondre, le garçon sourit légèrement et dit que c'était sa faute et lui demanda pardon. Yo fut encore plus stupéfaite après avoir entendu ces mots. L'instant d'après, il sourit sincèrement et avait l'air si gentil et si doux. Il dit qu'il lui rendrait son journal intime sans faute. La jeune fille l'observa attentivement et pensa à la rapidité avec laquelle il avait changé d'humeur. Pourtant, son comportement lui semblait toujours absurde. Soudain, ils entendirent les voix de plusieurs jeunes hommes descendre les escaliers, discutant du fait que leur ami semblait avoir terminé son déménagement.
La jeune fille retira immédiatement sa main de la sienne. Elle se retourna au bruit des voix tandis que Lee Jeon examinait attentivement sa main, qui était soudainement restée vide. Ses amis descendaient les escaliers, discutant pour savoir s'il était dans son nouveau studio, et ils voulaient le féliciter pour son déménagement. Profitant de la situation, la jeune fille partit rapidement en lui lançant par-dessus son épaule qu'elle espérait qu'il n'oublierait pas sa promesse et qu'il lui apporterait son cahier. Elle heurta un groupe de jeunes qui la saluèrent puis la regardèrent s'éloigner. Perplexe, la jeune fille se dit qu'ils avaient tous à peu près le même âge. Comme Lee Jin avait environ 5 ans de moins qu'elle, ses amies étaient probablement jeunes aussi. Avec une pointe de tristesse, elle se souvint d'elle-même à leur âge et partit travailler. Enfin, la journée de travail prit fin, et Inko dit à Eda qu'elle devait embaucher une assistante car elles avaient beaucoup de clients ces derniers temps et qu'elle ne pouvait plus s'en sortir seule. Eda répondit que ce ne serait pas un problème car c'était la période des vacances et qu'il y avait beaucoup d'étudiants à la recherche d'un emploi. Après avoir dit au revoir à son amie, la jeune fille monta à son étage. Elle passa devant l'atelier, mais n'entendit aucun bruit, supposant que les jeunes étaient déjà rentrés chez eux. Elle entra dans son appartement et se dit que le garçon lui rendrait probablement son journal intime le lendemain. Elle s'effondra sur le canapé et se mit à fixer le plafond, se demandant si son ancien journal intime l'inspirerait pour écrire une nouvelle histoire. Épuisée, elle se couvrit les yeux de ses mains et tenta de se convaincre que son dernier manuscrit était mauvais à cause de la pression qu'elle ressentait. Même si certains de ses livres se vendaient bien, elle ne parvenait pas à se débarrasser de ce sentiment d'épuisement. Puis elle se leva d'un bond, se persuadant qu'elle devait arrêter de broyer du noir, et son estomac se mit à gargouiller bruyamment, lui rappelant qu'elle n'avait pas encore dîné. Eno prit son téléphone et décida de commander à manger. Et pendant qu'elle attendait, elle allait prendre une douche. Au bout d'un moment, la jeune fille entendit sonner à la porte. Essuyant ses cheveux mouillés, elle se dirigea vers la porte, se demandant comment le livreur était entré dans l'immeuble. Après la douche, elle se sentait tellement épuisée qu'elle n'a même pas vérifié qui était à la porte. La jeune fille a simplement ouvert la porte, pensant qu'elle allait prendre la nourriture et aller directement se coucher. Mais soudain, elle a entendu une voix familière, et sa somnolence a disparu comme par magie. Devant elle se tenait Lee Jian, avec un léger sourire, lui tendant un sac de nourriture. Il lui a demandé si ce n'était pas dangereux de commander à manger à une heure aussi tardive. La jeune fille lui demanda, perplexe, s'il travaillait comme livreur. Le jeune homme rit et répondit qu'il avait croisé le livreur dans les escaliers et avait décidé de lui apporter lui-même la nourriture. Puis il lui tendit le journal et lui dit qu'il avait pensé qu'il valait mieux le lui rendre. Inko regarda anxieusement le journal, le feuilletant pour s'assurer qu'il était intact. Elle était très flattée qu'il ait tenu sa promesse. Comme s'il lisait dans ses pensées, le jeune homme lui dit qu'il avait l'intention de passer à la fermeture, mais qu'il n'avait pas pu arriver à temps. Il pensait qu'elle en avait besoin de toute urgence. Elle le remercia sincèrement, puis lui demanda soudain s'il avait faim. Elle lui dit qu'elle avait commandé trop de nourriture. Le jeune homme la regarda d'un air étrange. Il était surpris par son offre, mais ne le montra pas. Puis, de manière inattendue, il se retourna rapidement et dit qu'il avait 2 bonnes bouteilles de vin dans sa voiture et qu'il allait les apporter. Yanko, qui pensait au départ qu'il plaisantait, regarda son dos s'éloigner. Young-Enko décida de laisser la porte légèrement ouverte pour que le jeune homme puisse entrer. Pour être honnête, elle avait seulement proposé de dîner par politesse, sans vraiment s'attendre à ce qu'il accepte. Elle se dit qu'il n'était probablement pas du genre à cacher ses intentions. Il était venu chez elle si tard et était même allé chercher du vin. Ses intentions étaient trop évidentes. Apparemment, comme elle l'avait déjà compris, le garçon ne voyait pas l'intérêt de faire semblant. Finalement, la jeune fille décida que Lee Jian n'était qu'un garçon qui s'amusait et qu'elle ne prêterait aucune attention à son comportement. Yo décida de mettre la table dans le salon et d'allumer la télévision pour rendre l'atmosphère moins gênante. Elle s'assit en attendant le garçon et rougit soudainement. Elle ne voulait pas l'admettre, mais les sentiments qu'elle avait éprouvés pendant la journée s'étaient intensifiés pendant la nuit. Quand elle l'avait vu à moitié nu, cela l'avait vraiment prise au dépourvu, et elle avait ressenti de l'intérêt pour lui, mais ce n'était qu'une impulsion passagère. C'est pourquoi elle ne comprenait pas pourquoi elle se sentait nerveuse et gênée maintenant, sachant qu'elle allait se retrouver seule avec lui.
Ses pensées furent interrompues par la voix de Jehan qui entra dans la pièce avec 2 bouteilles de vin. La jeune fille se leva d'un bond et dit qu'elle allait chercher des verres. Elle prit les verres et lui demanda comment il comptait conduire s'il buvait du vin. Le garçon répondit calmement qu'il passerait la nuit dans le studio. La jeune fille lui demanda comment il comptait faire puisque le studio n'était pas encore aménagé. Mais Jehan répondit qu'il se débrouillerait et ajouta qu'il avait apporté du très bon vin. La jeune fille l'invita à s'asseoir à table et lui demanda s'il avait déjà goûté ce vin. Le jeune homme répondit que c'était un cadeau, mais que ça devait être bon. À sa grande surprise, la fille prit la bouteille dans ses mains et avoua que c'était son vin préféré et qu'elle en achetait tout le temps. Il ne fit aucun commentaire. Junio se dit qu'elle avait effectivement commandé beaucoup de nourriture et décida que ce n'était pas une mauvaise idée d'inviter le garçon. Elle ne remarqua pas à ce moment-là que John tendait la main vers elle. Soudain, il prit doucement une mèche de ses cheveux et la passa entre ses doigts, lui disant que ses cheveux étaient encore mouillés. La jeune fille se figea, ne lui laissant pas savoir que son geste lui semblait trop intime. Le garçon lui demanda si elle n'avait pas peur d'attraper froid. Elle secoua calmement la tête et libéra ses cheveux de son étreinte, répondant que ce n'était pas grave et qu'il sécherait rapidement. Elle lui demanda ensuite si elle devait ouvrir le vin. Li-Jean sourit et répondit à voix basse qu'il avait plus d'expérience en la matière, mais la jeune fille lui demanda pourquoi il pensait cela. Le garçon répondit simplement qu'il avait travaillé dans un bar pendant ses études à l'étranger et qu'il lui arrivait parfois d'ouvrir plusieurs dizaines de bouteilles par jour. La jeune fille lui tendit un tire-bouchon et lui dit que dans ce cas, c'était lui qui devrait s'en charger. Il prit la bouteille et dit qu'il l'avait remarqué plus tôt, mais qu'il lui semblait que la jeune fille était assez facilement influençable par l'opinion des autres. Yuna répondit que c'était peut-être vrai et qu'elle n'aimait tout simplement pas les arguments creux. Le garçon sourit et lui demanda si elle ne le niait pas parce qu'elle était plus âgée. La jeune fille le regarda attentivement, l'étudiant un instant. Puis, finalement, elle lui demanda s'il se rendait compte qu'il était un peu bizarre. Li Jian la regarda avec intérêt, mais ne répondit pas à sa dernière remarque. Puis, soudain, la jeune fille dit qu'il la connaissait peut-être déjà. Le garçon sourit et lui demanda si c'était une question. Junio répondit que oui, car il se comportait et disait des choses comme s'il la connaissait déjà. Le garçon lui versa du vin et répondit qu'il savait qu'elle avait été une étudiante talentueuse à la faculté de littérature et qu'elle avait publié plusieurs livres à succès. Ils buvèrent verre après verre, et le garçon demanda ce qu'il y avait de si étrange dans ce qu'il avait dit et pourquoi elle pensait qu'ils s'étaient déjà rencontrés. Junio répondit qu'il lui rappelait simplement quelqu'un, c'est pourquoi elle avait cette impression. Elle pensa qu'il valait mieux ne pas lui dire qu'il lui rappelait son ex-petite amie. Elle dit simplement que sa question lui semblait probablement trop insignifiante. Le garçon sourit. La jeune fille sourit et dit que c'était presque un cliché de demander à quelqu'un s'ils s'étaient déjà rencontrés, mais que c'était vraiment son impression. Elle demanda si cela semblait drôle. Soudain, Li-Jin tendit la main vers la jeune fille et elle se pressa contre le canapé, pensant qu'il allait la serrer dans ses bras. Remarquant le rougissement sur ses joues, le jeune homme sourit et dit que c'était la première fois que quelqu'un lui disait qu'il ressemblait à quelqu'un. Il se pencha vers elle pour attraper la boîte de serviettes. À ce moment-là, la jeune fille sentit son cœur s'emballer, une vague d'excitation la submergea lorsqu'elle réalisa à quel point il était proche d'elle. Son parfum l'enveloppa et le son de sa voix grave lui donna des frissons dans le dos, la faisant bégayer. Elle répondit qu'elle ne parlait pas de son apparence, mais que son aura et sa voix lui rappelaient quelqu'un. La jeune fille se sentait plus nerveuse et tendue à cause de sa voix et de son odeur que parce qu'elle était consciente de ses intentions. Elle trouvait cela un peu drôle. Elle n'avait jamais réagi ainsi avec un homme auparavant. Li Jian lui jeta un coup d'œil en coin, remarquant son embarras. Il posa la bouteille et dit que tout était déjà froid et qu'il valait mieux manger autre chose. La jeune fille tenta de protester, disant que c'était encore bon, mais le garçon sourit et répondit que si elle ne voulait pas risquer une intoxication alimentaire, il valait mieux ne pas manger. Li Jian se pencha au-dessus de l'évier et se lava le visage à l'eau froide. Il voulait se vider l'esprit, ne serait-ce qu'un peu. Il passa la main dans ses cheveux mouillés et sourit en repensant aux paroles de la jeune fille qui lui avait dit qu'il lui rappelait quelqu'un. Puis il se regarda dans le miroir et comprit exactement de qui elle parlait. Et sachant cela, il pouvait affirmer avec certitude que leur ressemblance était impossible.
Il s'effondra sur le canapé et jeta son téléphone de côté. Penchant la tête en arrière, le jeune homme se dit qu'il ne s'était jamais saoulé avec une seule bouteille de vin. Mais pour une raison quelconque, aujourd'hui, son esprit était embrumé. Était-ce vraiment Yu Mianko qui avait un tel effet sur lui? Son corps en disait long. La soirée passée avec elle avait clairement affecté son bien-être et son humeur. John se replongea dans le souvenir de sa récente conversation avec la jeune fille. Il lui avait dit que son journal semblait contenir des idées d'histoire et lui avait demandé si elle comptait l'utiliser pour écrire quelque chose de nouveau. La jeune fille rougit et devint rouge à cause du vin qu'elle avait déjà bu, répondant qu'elle pensait que feuilleter son journal pourrait l'inspirer. Le jeune homme s'excusa et admit qu'il en avait lu un peu, ajoutant qu'il aimait ses notes. La jeune fille fut surprise et lui demanda en souriant s'il avait vraiment déchiffré ses gribouillis. Li Jian répondit que ce n'était pas difficile du tout et que certaines phrases se répétaient assez souvent. Puis il la regarda d'un air étrange, comme s'il se demandait s'il devait en dire plus, et soudain, il se mit à citer l'une de ses entrées. En entendant cela, Yu Mianko se figea comme si l'image de son esprit avait pris vie, et qu'elle pouvait désormais voir et entendre ce qu'elle avait pensé. Il reproduisit parfaitement la phrase qu'elle avait écrite dans son journal. Le garçon regarda droit devant lui et cita « Caresse-moi pour que je puisse te dévorer en un seul morceau ». Yunyo fut tellement impressionnée par lui qu'elle tendit la main vers lui, tira doucement sur le bord de son t-shirt et lui demanda de répéter. Les yeux brillants et souriante, elle demanda au garçon de citer à nouveau la phrase. Elle avait l'air tellement excitée qu'il aurait fait n'importe quoi si elle le lui avait demandé. En la regardant ainsi, il se demanda ce que cette fille lui faisait. Pourquoi lui avait-elle demandé de citer ses notes? Aimait-elle vraiment autant sa voix? Elle était pleine d'enthousiasme et lui avait dit que sa voix était la plus belle qu'elle ait jamais entendue et qu'elle était parfaite pour le doublage. Elle lui avait ensuite demandé comment quelqu'un d'aussi colérique pouvait avoir une voix aussi agréable. Jon avait souri et lui avait demandé si elle le critiquait, mais la jeune fille avait soupiré et répondu que c'était un compliment. Elle admit qu'elle avait aimé sa voix dès le studio d'enregistrement. Elle posa sa tête sur sa main et lui demanda de continuer, lui demandant de réciter autre chose. Le garçon était submergé par ses sentiments. Il se souvenait des détails de leur conversation et de son image, de ses yeux brûlants lorsqu'elle le regardait, et il repensa à la désinvolture et à la légèreté avec lesquelles elle avait dit ces choses. Ce soir-là, elle l'avait rendu fou, et c'était pour cela qu'il avait perdu le contrôle. En voyant ce qu'il était devenu, le garçon se dit qu'il n'était plus depuis longtemps un adolescent en pleine poussée hormonale. Il pencha la tête en arrière et se mit à réfléchir à ce qui l'avait tant affecté. C'était peut-être l'alcool. Il avait failli commettre une erreur. Mais heureusement, il s'était repris à temps. Soudain, son téléphone sonna. Comme il était 2 heures du matin, il savait que cela ne pouvait être qu'une seule personne. Quelqu'un à qui il n'avait envie de parler ni maintenant ni jamais. Le jeune homme ne voulait pas répondre, mais après l'appel, il reçut une notification de SMS et prit son téléphone. C'était un message de son frère lui annonçant qu'il avait décidé de retourner en Corée. Jean tapa rapidement une réponse et posa son téléphone. Il se rassit sur le canapé et jeta son téléphone à côté de lui. Des pensées se bousculèrent immédiatement dans sa tête, pourquoi cela devait-il arriver maintenant? Il se frotta la tête d'un air fatigué et repoussa ses cheveux en arrière. Puis il sourit et jura. Il décida qu'il devait se dépêcher et mettre son plan à exécution plus tôt que prévu. La soirée avait été mouvementée, bien qu'il fût fatigué, il avait encore beaucoup de choses à réfléchir. Le lendemain, Yu Mianko essaya de se préparer un espresso avec beaucoup de sucre, dans l'espoir de soulager un peu sa gueule de bois. Kimeda lui prit la tasse des mains et commença à mélanger le contenu avec de l'eau. Il la gronda, lui disant qu'il pensait qu'elle était simplement de mauvaise humeur, mais qu'il comprenait maintenant qu'elle avait la gueule de bois. Il lui dit que si elle buvait ça, elle ne ferait qu'empirer les choses. Il lui a ensuite dit qu'elle ferait mieux de manger une soupe aux germes de soja. Eda lui a demandé quand elle avait eu le temps de se saouler et si elle avait bu toute seule, mais la jeune fille s'est retournée et a répondu qu'elle refusait d'être interrogée et qu'elle préférait se reposer. Le garçon lui a suggéré de prendre toute la journée de congé, mais elle a répondu qu'elle aurait besoin de sa journée demain. Elle est entrée dans la cuisine, une fois seule, s'est affalée sur une chaise, expirant bruyamment.
Yunyo couvrit son visage brûlant de ses mains, essayant de se convaincre d'arrêter de penser à ce qui s'était passé la nuit précédente, mais cela la rendait folle. Après s'être séparés hier, elle s'était rendue à l'atelier de Lee Jian pour une raison simple, sans se douter de rien. Quand il était parti, la jeune fille avait déjà fini de nettoyer quand elle avait soudain entendu à la télévision un avertissement annonçant une nuit exceptionnellement chaude. Elle s'était dit que puisqu'il était venu si tard pour lui rendre son journal, elle pouvait lui prêter le ventilateur en guise de remerciement, d'autant plus qu'il n'y avait pas de climatisation au sous-sol et qu'il était resté là à cause d'elle. Elle était sur le point de l'appeler, mais elle s'était alors rendue compte qu'elle n'avait pas son numéro de téléphone. Poussée par l'alcool et l'anxiété, la jeune fille avait décidé de descendre lui demander s'il avait besoin d'aide. C'est pour cette raison qu'elle a décidé, la nuit dernière, de descendre voir le garçon dans le sous-sol. Inko a hésité devant la porte, se demandant si elle n'exagérait pas et s'il ne trouverait pas cela impoli. Finalement, elle a décidé de lui demander rapidement et d'aller se coucher. Après avoir frappé plusieurs fois sans obtenir de réponse, elle a pensé qu'il était peut-être parti en taxi. Elle a décidé de vérifier et a saisi la poignée de la porte. À sa grande surprise, la porte s'ouvrit facilement. La jeune fille fut prise de court et jeta un coup d'œil à travers l'interstice. Ce qu'elle vit la paralysa. Ses yeux s'écarquillèrent de choc et d'incrédulité, et ses oreilles résonnaient du bruit de son cœur qui battait à tout rompre. Elle surprit Lee Jian dans une situation pour le moins embarrassante et ne put détacher son regard de lui. Son visage était rouge et les veines de ses bras et de son cou étaient saillantes. La jeune fille était tellement absorbée par ce qu'elle voyait qu'elle avait l'impression que ses jambes étaient collées au sol. Elle se dit alors qu'elle aurait dû partir immédiatement, car lorsqu'on s'introduit chez quelqu'un sans permission, on doit inévitablement en payer le prix fort. Elle s'apprêtait à refermer discrètement la porte lorsqu'elle entendit le jeune homme prononcer son nom d'un ton désespéré. Son cœur fit un bond et elle se figea comme une statue, incapable de bouger. Elle remua paresseusement les glaçons dans son verre de café, se disant que Lee Jeon était un adulte avec sa vie privée, dans laquelle elle n'avait pas le droit de s'immiscer. Heureusement, il était tellement occupé qu'il ne la remarqua pas. Elle se dit soudain qu'il était beau, surtout quand il souriait. Mais à ce moment-là, il était particulièrement charmant. Young Inkyo rougit à nouveau de honte. Elle se sentait désespérée. Elle était curieuse de savoir pourquoi il avait prononcé son nom. Soudain, elle entendit des jeunes discuter du fait que Jean n'était pas là et que l'atelier était fermé, alors ils allaient manger un dessert avant de partir. La jeune fille jeta un coup d'œil depuis la cuisine. Il l'avait remarqué et lui avait demandé d'apporter le gâteau pendant qu'il préparait le café pour les invités. Le garçon dit que c'étaient les amis de leur locataire, mais qu'il n'était pas là aujourd'hui. Il suggéra que cela devait être difficile pour lui de travailler dans cette chaleur sans climatisation. La jeune fille se contenta d'acquiescer et répondit que c'était probablement vrai. Elle servit le gâteau aux jeunes gens, se disant qu'elle avait de la chance de ne pas croiser Lee Jeon aujourd'hui. Après ce qui s'était passé la veille, elle ne savait pas comment le regarder dans les yeux. Elle feuilleta paresseusement les pages de son journal intime, pensant que sans cela, rien ne serait arrivé. Mais elle espérait au moins y trouver une idée intéressante. Soudain, elle s'arrêta sur une page où figuraient les notes que le garçon avait citées la veille au soir. Elle passa le bout de son doigt sur les phrases, repensant à ce qu'elle avait ressenti en les écrivant. On dit que les gribouillages reflètent les instincts véritables et le subconscient sans phare. La jeune fille ne comprenait pas ce qu'elle avait d'inconsciemment désiré à ce point dans le passé. Ses pensées furent interrompues par Kima. Il lui dit qu'il avait sélectionné 5 CV parmi les candidats à un emploi à temps partiel et lui demanda d'en choisir un, car elle passerait beaucoup de temps avec cette personne. John sortit du bureau lorsqu'il entendit soudain quelqu'un l'appeler. Il jeta un regard indifférent vers la source du son. C'était Sang-In Yom. Il venait de rencontrer le professeur et Jean répondit qu'il venait juste d'avoir une consultation. John lui demanda ce qu'il faisait là et le jeune homme répondit qu'il était également venu voir le professeur. Il remercia ensuite John pour son implication dans leur projet et lui dit que le court-métrage allait connaître un énorme succès. Il tapota l'épaule de Jion et le jeune homme, cachant son malaise, regarda sa main. Pendant ce temps, Siongan le remercia d'avoir recommandé une scénariste aussi talentueuse et les invita à la première dans un mois. Seong-Yom dit que c'était la meilleure décision d'engager Young Yuno et demanda à Jean comment il l'avait connu.
Le jeune homme sourit et répondit qu'il avait récemment lu son livre et qu'il avait immédiatement pensé à elle lorsqu'il avait appris qu'il cherchait une scénariste. Il lui demanda de ne pas dire à la jeune fille que c'était lui qui l'avait recommandée, car il pensait qu'elle se sentirait redevable envers lui. Shingun répondit que, à en juger par sa personnalité, ce serait effectivement le cas et accepta de garder le silence. Lorsque le jeune homme fut suffisamment éloigné, Li Jian balaya son épaule comme s'il y avait de la saleté et marmonna que le jeune homme devrait être reconnaissant et redevable envers Yom Yunyo. S'il n'avait pas eu besoin d'organiser une rencontre avec elle de cette manière, il n'aurait jamais accepté une chose pareille de toute sa vie. Yom Yunyo travaillait dur, comme d'habitude, le front couvert de sueur. Il faisait une chaleur insupportable dehors, et la jeune fille se demandait combien il ferait encore plus chaud au plus fort de l'été. Kim était sortie pour livrer une commande, elle était donc seule dans le café. Elle se dit qu'il fallait installer un climatiseur au sous-sol dès que possible. J'en étais pas venue au studio depuis plusieurs jours, et la jeune fille pensait que c'était mieux ainsi. Les événements de la nuit précédente la hantaient encore, elle ne voulait pas y penser et décida de se concentrer sur son travail tant qu'il n'y avait pas de clients. Elle ouvrit son ordinateur portable et parcourut ses notes. Le plan général du synopsis était prêt, mais elle avait encore beaucoup à écrire. La jeune fille tapota du doigt sur le clavier et se dit que puisqu'elle allait bientôt avoir une assistante, elle aurait plus de temps pour écrire un nouveau manuscrit. Elle trouva quelque chose dans ses anciennes notes qui l'inspira. Elle n'était pas sûre que l'histoire plairait à un large public, mais elle aimait l'idée et avait hâte de l'écrire. Pour la première fois depuis longtemps, Unyo ressentit un frisson en écrivant. Même si c'était son travail principal ces derniers temps, elle s'était davantage concentrée sur son travail au café, ce qui la fatiguait beaucoup. Soudain, deux hommes entrèrent dans le café en parlant fort et de manière décontractée. Unyo se leva immédiatement et les salua. L'un des hommes se montra tout de suite grossier et exigea qu'on change de musique. Unyo resta calme et continua de sourire, même si elle se disait qu'elle n'avait vraiment pas de chance avec les clients. Les hommes s'assirent à une table et l'un d'eux se mit à taper bruyamment dessus pour demander le menu. Unyo sentit une forte odeur d'alcool et demanda poliment à l'homme de venir passer sa commande au comptoir. L'homme se pencha avec arrogance et commença à être impoli avec elle, disant qu'il n'y avait pas d'autres clients et exigeant qu'elle vienne à eux. Unyo resta calme et lui demanda une nouvelle fois de venir passer sa commande au comptoir. Elle se tourna vers le comptoir lorsqu'un petit objet vola dans sa direction et la frappa légèrement à la tête. Derrière elle, une voix masculine audacieuse lui ordonna de venir vers eux. La jeune fille prit une profonde inspiration et s'efforça de se convaincre d'être patiente, se rappelant de rester calme et de les servir poliment. Elle se baissa pour ramasser la carte qui lui avait été lancée et décida de prendre rapidement leur commande, car il valait mieux ne pas discuter avec des gens comme eux. Derrière elle, elle entendit des rires, et l'un des hommes dit qu'il aimait les filles obéissantes, mais qu'il était dommage qu'elles ne soient pas très jolies. Ils commandèrent 2 cafés, puis l'un des hommes dit qu'il avait changé d'avis et qu'il ne paierait pas autant pour leur café bon marché. Unyo serra les lèvres et se dirigea vers le comptoir, se disant que ces hommes se comportaient ainsi uniquement parce qu'elle était seule. Si Kimeda avait été avec elle, il n'aurait pas osé se comporter de manière aussi grossière. Ako se dit que diriger sa propre entreprise n'était pas facile. Elle ne remarqua pas qu'un homme grand était apparu derrière elle. Li Jian tendit la main et prit délicatement la carte des mains de la jeune fille, qui appartenait à l'homme grossier. La jeune fille se retourna et le regarda avec surprise. L'homme lui demanda calmement de lui prêter son tablier. Avant qu'elle n'ait compris ce qui se passait, le jeune homme tira doucement sur les bretelles du tablier et commença à le lui enlever. L'homme était assis nonchalamment et discutait avec son ami. Li Jian s'approcha de leur table et les domina de toute sa hauteur. Il regarda l'homme grossier et lui dit d'un ton calme de bouger ses pieds. Puis il posa calmement la carte sur la table et leur demanda de s'approcher du comptoir pour passer leur commande. L'homme s'est immédiatement excusé pour son comportement et a trouvé des excuses. Son ami, surpris, a fait remarquer qu'un garçon aussi jeune était déjà le propriétaire du café. Mais le garçon a répondu qu'il n'était qu'un employé et que la fille était la propriétaire. Les hommes se sont immédiatement excusés et ont dit qu'ils espéraient qu'elle ne leur en voulait pas. L'un des hommes a immédiatement commencé à réprimander son compagnon ivre pour son comportement inapproprié. Puis ils se sont tous les deux levés et ont dit qu'ils préféraient aller dans un autre café.
Après avoir accompagné les clients indésirables, John s'est approché de la jeune fille et lui a dit qu'il était en route pour l'atelier lorsqu'il avait vu l'un des hommes lui jeter une carte. Il lui a demandé si elle allait bien. Elle a répondu que oui. Le jeune homme lui a tendu le tablier et lui a dit que le comportement de cet homme l'avait vraiment énervé, ajoutant que les hommes comme lui étaient probablement de mauvais maris et pères. La jeune fille le remercia pour son aide et fut surprise par l'air satisfait qu'il avait en disant tout cela. Elle commença à enfiler son tablier et se dit que même s'il avait utilisé beaucoup de gros mots, sa voix était très agréable et belle, et qu'elle ne l'avait pas du tout irritée. Elle jouait avec les liens quand soudain John passa ses mains derrière son dos. La jeune fille se retrouva entourée par ses bras, leurs doigts se touchant brièvement. Calmement, il l'aida à attacher les liens et lui demanda pourquoi le tablier était si petit. Yumiko se pressa contre sa poitrine, et son parfum lui fit à nouveau tourner la tête. Elle grommela, disant que ce n'était pas le tablier qui était petit, mais l'homme qui était grand. Il sourit et lui demanda si des clients difficiles comme elle venaient souvent au café. Leurs doigts continuaient à s'entremêler entre eux et les liens du tablier, et le garçon lui dit qu'elle ne devrait pas rester seule au café. La jeune fille rougit et répondit qu'ils avaient déjà embauché une assistante, ce qui surprit John. Il retira enfin ses mains et la jeune fille se demanda pourquoi elle se sentait toujours aussi tendue quand il était près d'elle et pourquoi il se comportait ainsi avec elle. Le garçon la regarda attentivement et remarqua une légère rougeur sur ses joues. Il lui demanda si elle avait de la fièvre. Elle fut surprise et répondit qu'elle se sentait parfaitement bien. Il sourit alors d'un air satisfait et lui demanda si elle avait vraiment rougi à cause de lui. Puis il toucha sa joue déjà rouge. Cela fit rougir Ankyo encore plus et son cœur se mit à battre plus vite. Elle devint nerveuse et ne comprenait pas pourquoi il continuait à faire cela. Soudain, Kimeda entra dans le café en annonçant bruyamment son retour. Lorsqu'il remarqua Jeyan, il se tendit et demanda « Que se passe-t-il » Il remarqua la jeune fille rougissante et demanda si quelque chose lui était arrivé. Elle hésita et répondit qu'ils avaient juste eu des clients difficiles. Elle dit que Lee Jean l'avait aidée et que sans lui, elle se serait certainement retrouvée au poste de police. Eda se tendit et dit qu'il allait absolument visionner les images de vidéosurveillance. La jeune fille passa derrière le comptoir et demanda à John s'il avait déjà organisé l'atelier. Il répondit qu'il n'avait pas encore pu installer le mobilier car il faisait trop chaud dans la pièce. La jeune fille lui dit que la climatisation devrait être installée dans quelques jours. Kimeda prit la tablette et regarda attentivement les images des caméras de sécurité. Pendant ce temps, Yinko lui dit que le type pouvait emprunter un ventilateur pour l'instant, et il accepta, disant qu'il passerait plus tard pour le récupérer. Puis, soudain, Kimeda s'écria « Comment ce salaud a-t-il osé jeter une carte à la fille ?» Il demanda si elle était blessée et dit qu'elle n'aurait pas dû la ramasser et accepta de les servir. John observait en silence tandis qu'Ankyo essayait de calmer son ami, lui disant que tout allait bien. Le type lui a proposé un café pour le remercier, mais il a refusé, prétextant qu'il devait partir. Il a ensuite dit à la fille qu'il repasserait plus tard. Kimeda l'a regardé partir d'un air soupçonneux, tandis que la fille, fatiguée, se couvrait le visage de ses mains et poussait un profond soupir. Puis, soudain, elle se tourna vers son amie et lui demanda si elle devait rencontrer quelqu'un. Il la regarda avec surprise et lui demanda pourquoi elle abordait ce sujet, se demandant si elle se sentait seule. Elle répondit qu'elle voulait juste rencontrer quelqu'un et lui demanda de lui trouver un garçon. Kimeda se retourna avec agacement et lui dit qu'il ne ferait pas cela et qu'il n'y avait personne dans son entourage qui lui conviendrait. Le garçon dit avec irritation qu'il ne la laisserait plus seule dans le café, car divers voyous semblaient rôder dans les parages tous les jours. À ce moment-là, l'image de Lee Jae-yang, souriant d'un air suffisant, apparut devant ses yeux. La journée de travail était terminée et Yinko ferma le café, se préparant à monter dans son appartement. À ce moment-là, Lee Jian sortit du sous-sol et fut surpris de la voir rentrer si tard, car le café était déjà fermé depuis un certain temps. Yuno répondit qu'elle avait été occupée à nettoyer, puis lui demanda pourquoi il était encore dans l'atelier. Le garçon était en sueur et répondit avec un sourire qu'il s'apprêtait justement à monter la voir pour lui donner l'éventail. Ils montèrent dans son appartement et la jeune fille lui dit qu'elle avait en fait un ventilateur tout neuf et qu'elle pouvait le lui offrir. Yinko ouvrit la porte et le garçon entra derrière elle. Elle sentit son cœur battre la chamade,
car c'était la deuxième fois qu'elle le laissait entrer chez elle. Elle fut envahie par une vague d'anxiété et réalisa qu'elle ne pouvait nier le fait qu'elle aimait ce garçon, et cette pensée la rendait folle. Ses sentiments complexes étaient comme des papillons dans son ventre, et le plus gros problème était qu'elle n'y était pas du tout opposée. Elle entra dans la pièce et remarqua que le garçon se tenait dans l'embrasure de la porte. Elle lui dit de ne pas être timide et d'entrer, mais John répondit qu'il s'était sali en travaillant et qu'il ne voulait pas salir son appartement. Elle lui indiqua alors le placard et lui dit qu'elle allait chercher le ventilateur et qu'elle revenait tout de suite. Elle fut soulagée de réaliser qu'il ne s'agissait pas d'une excitation romantique. Elle aimait sa voix et son apparence, mais son caractère était trop désagréable. Elle se sentait attirée par lui, mais ce n'était pas la même chose que tomber amoureuse de quelqu'un. En entrant dans le placard, la jeune fille poussa un soupir de résignation. La pièce était remplie de cartons et d'objets divers. Elle chercha la bonne boîte, constatant à quel point elle avait encombré la pièce. Soudain, elle entendit la voix d'un homme derrière elle qui lui demandait si elle avait besoin d'aide. Finalement, la jeune fille repéra la boîte dans laquelle elle était sûre que se trouvait le ventilateur. Elle était placée assez haut. Li Jian s'approcha d'elle et lui demanda comment elle comptait l'atteindre toute seule à une telle hauteur. Puis, soudain, il s'approcha d'elle et lui dit qu'il allait le chercher lui-même. À ce moment-là, sa poitrine effleura la tête de la jeune fille, qui eut l'impression qu'un choc électrique traversait son corps. Yunyo sursauta et poussa accidentellement le jeune homme, manquant de perdre l'équilibre. Mais elle sentit sa main puissante s'enrouler autour de sa taille pour la stabiliser. Pendant quelques instants, ils restèrent enlacés, de telle sorte qu'elle pouvait sentir la chaleur de sa main à travers le tissu fin de ses vêtements. Puis le garçon se pencha à nouveau vers la boîte et lui demanda si elle allait bien. Le visage rouge, la jeune fille répondit que oui. Il prit enfin la boîte et, la tenant au-dessus de sa tête, dit qu'il serait gênant de se retourner avec et qu'il allait donc reculer. La jeune fille lui proposa de l'aider pour qu'il ne trébuche pas. Elle lui indiqua où poser les pieds pour qu'il ne renverse rien et ne trébuche pas baissant la tête. La jeune fille essaya de se ressaisir et se réprimanda d'avoir tremblé devant lui comme une écolière. Étant si proche de lui, elle pouvait à nouveau sentir son odeur et se réprimanda mentalement de ne pas avoir su jouer la folle et prétendre qu'elle ne sentait pas la tension entre eux. Peu importait que ces sentiments soient causés par de l'affection ou du désir. Il était dangereux d'agir de manière imprudente. Ils quittèrent enfin le débarras et le garçon posa la boîte par terre devant lui. Il lui demanda ensuite s'il pouvait lui poser une question. La jeune fille lui demanda ce qui l'intéressait. Il sourit et la regarda d'une manière étrange, lui demandant si elle était toujours aussi gentille avec tout le monde. Il lui dit que cela pourrait lui causer des ennuis si elle se comportait ainsi avec tout le monde. La fille le regarda, perplexe, pensant qu'il agissait à nouveau de manière étrange. Elle se demanda s'il la trouvait vraiment facile. Elle n'était pas du genre à se laisser provoquer ainsi. Elle sourit donc et lui demanda si les voisins n'étaient pas censés s'entraider. Puis, elle le regarda gentiment et lui dit que si elle le considérait comme un homme, elle ne le laisserait jamais entrer dans son appartement. Le garçon ne s'est pas déconcerté et n'en a rien laissé paraître, décidant de continuer leur petit jeu. Il a souri et a répondu que l'entraide entre voisins était vraiment merveilleuse. Ankyo a continué à afficher un masque d'amabilité et lui a dit qu'il pouvait utiliser sa salle de bain s'il voulait prendre une douche. Elle s'est dit que de cette façon, elle lui ferait clairement comprendre qu'il ne l'intéressait pas du tout. Jun ne répondit pas, mais alors qu'il se dirigeait vers la porte, il dit soudain qu'il avait rencontré Metongin Young à l'université et que celui-ci lui avait dit que la vidéo était superbe. Il ajouta que l'avant-première aurait lieu dans un mois et qu'ils avaient tous les deux été invités. La jeune fille s'enthousiasma et dit qu'elle voulait vraiment assister à l'événement. Après l'avoir accompagnée, elle lui souhaita une bonne soirée, mais il la retint soudainement. Il dit qu'il allait prendre une douche puisqu'elle avait été si gentille de l'inviter. Yunyo esquissa un sourire, ne s'attendant pas à ce qu'il prenne son offre au sérieux. Le garçon, cependant, répondit qu'il avait prévu de prendre une douche dans le sous-sol, mais que comme elle avait été si gentille, il viendrait chez elle. La jeune fille se dit qu'il ne se lassait jamais de jouer à ces petits jeux et répondit que cela ne posait aucun problème. Puis, avec un sourire narquois, le garçon dit qu'ils n'étaient que des voisins qui s'entraidaient. La jeune fille se figea en l'entendant utiliser ses propres mots, et Jean lui fit un signe de tête en guise d'au revoir avant de partir.
Après avoir fermé la porte derrière lui, elle resta là un moment, le regard vide, fixant un point dans le vide. Puis elle se frappa le front avec la main et décida qu'elle avait définitivement perdu la tête. Elle rougit et repensa au sourire de cet idiot, qui montrait clairement qu'il avait tout compris. Légion, satisfait de lui-même, descendit au sous-sol. Au bout d'un moment, un employé supplémentaire arriva au café, et la jeune fille se sentit soulagée de pouvoir lui déléguer une partie de ses tâches. Elle était satisfaite de lui. Il ne travaillait là que depuis quelques jours, mais il faisait du bon travail et était très sympathique. La seule chose qui la fatiguait un peu, c'était qu'il était bavard. Lassée de son bavardage incessant, la jeune fille soupira. À ce moment-là, Kimeda entra dans le café. La jeune fille le salua, mais le garçon passa devant elle sans répondre. Il lui demanda seulement si c'était vrai qu'elle voulait qu'il lui présente quelqu'un. Surprise par sa froideur, elle lui reposa la question. Eda répéta sa question, lui demandant si elle voulait rencontrer un garçon, et lui dit qu'il lui enverrait quelques photos pour qu'elle puisse choisir celui qui lui plaisait le plus. Son comportement était inhabituel, alors Unio le suivit, lui demandant si tout allait bien. Puis elle sentit l'odeur de l'alcool et lui demanda s'il avait la gueule de bois. Le garçon répondit avec irritation qu'il ne s'était rien passé. La nouvelle employée, grande bavarde, observa et écouta leur conversation avec grand intérêt. Le jeune Ennio dit qu'il avait l'air mal en point et le garçon répondit qu'il allait monter chez elle pour se reposer un moment. La fille acquiesça. Elle était très surprise. Comme d'habitude, il était difficile de se débarrasser de lui au travail, mais le voilà qui se présentait avec la gueule de bois. Le type a dit qu'il allait ranger les marchandises dans la réserve, et la jeune fille a répondu qu'il n'y avait pas de clients de toute façon. L'instant d'après, le téléphone de la jeune fille a sonné pour signaler un nouveau message et elle a décidé de vérifier qui lui avait envoyé un SMS. Lorsqu'elle a déverrouillé son téléphone, son cœur a fait un bond et ses yeux se sont écarquillés de surprise. Ce n'était qu'un email promotionnel. Mais soudain, Junio remarqua que le compte de son ex était redevenu actif. Elle était surprise car il l'avait bloqué dès leur rupture. Alors, pourquoi réapparaissait-il soudainement ? Se pouvait-il que Lidoun soit revenu dans le pays ? Ou y avait-il un nouveau propriétaire de son numéro ? Mais tout cela n'avait plus d'importance. Elle décida de traiter son numéro de la même manière que les affaires dans la cave. Elle l'a finalement supprimé sans aucun regret. Peu après, Siant est revenu et a dit qu'ils installaient un climatiseur dans le sous-sol, ce qui était bien sûr nécessaire par une telle chaleur. La jeune fille lui a demandé de préparer 3 cafés glacés afin qu'elle puisse les apporter aux ouvriers pour qu'ils se rafraîchissent. Soudain, le jeune homme lui a demandé si c'était vrai qu'elle et Kima étaient de bonnes amies. Elle a répondu que c'était vrai. Elles n'étaient pas seulement de bonnes amies, mais aussi des partenaires commerciaux. Le garçon lui demanda alors s'il y avait quelque chose de romantique entre elles, car il y avait beaucoup de rumeurs qui circulaient. Yuno sourit et répondit qu'ils étaient presque comme frères et sœurs et que c'était tout. La jeune fille attrapa les porte-gobelets et se précipita au sous-sol pour éviter de répondre aux questions de Séan, sachant très bien qu'il était un terrible commérage. En descendant les escaliers, elle vit Gion debout dans le couloir en train de regarder les ouvriers. C'était la première fois qu'elle le voyait depuis le jour où il avait promis de venir prendre une douche. Depuis cette conversation, le jeune homme n'était venu qu'à l'atelier, sans jamais s'arrêter au café ou chez elle. Soudain, le jeune homme se retourna, avec un sourire charmant, la salua. Il semblait rayonner de bonheur à sa vue. Junio rougit légèrement et dit qu'elle avait décidé de leur apporter des boissons rafraîchissantes, à lui et aux ouvriers. Le jeune homme accepta avec gratitude. Il dit qu'il pouvait maintenant lui rendre le ventilateur, ce à quoi la jeune fille répondit que s'il n'en avait plus besoin, il pouvait l'apporter chez elle, mais qu'il valait mieux le faire le soir, car Eda dormait chez elle en ce moment. Le jeune homme se tendit et demanda pourquoi Eda dormait chez elle, ce à quoi la jeune fille répondit simplement qu'il avait la gueule de bois et qu'elle l'avait autorisé à dormir pour se remettre. Elle remarqua son regard étrange et dit qu'il était temps pour elle de retourner travailler. Soudain, elle sentit une main assurée mais douce lui saisir le bras. Elle se retourna et vit le jeune homme qui lui souriait. Il lui demanda de passer à son atelier dans la soirée, disant qu'il avait fabriqué quelque chose spécialement pour elle. Elle le regarda avec surprise pendant quelques instants, et il ne lâcha pas sa main avant qu'elle n'accepte.
Le soir venu, Kimeda invita les jeunes hommes à dîner, disant qu'il les invitait pour les remercier de leur travail. Seontae était enthousiaste, mais Yunyo déclina l'invitation, prétextant qu'elle devait travailler sur un manuscrit et qu'elle irait se coucher après. Son ami trouva cela suspect, mais la jeune fille leur souhaita une bonne soirée et les raccompagna rapidement à la porte. Elle attendit que les garçons soient hors de vue et se précipita vers le sous-sol. Si Jon lui avait acheté quelque chose, elle aurait refusé. Mais comme il s'agissait d'un cadeau fait main, elle se sentait mal à l'aise de le refuser. De plus, elle mourait d'envie de savoir ce que c'était. Elle frappa à la porte d'où provenait la musique, mais hésita à entrer sans demander, ne voulant pas le surprendre à nouveau à moitié nu. Jon entendit frapper à la porte et, comme personne n'entrait, il décida de s'approcher et d'ouvrir lui-même. Il sourit à la jeune fille et l'invita à entrer. Elle lui dit qu'elle ne resterait pas longtemps. Il lui demanda si elle avait prévu de dîner et elle répondit qu'elle allait juste manger des ramen et se coucher. Soudain, elle s'arrêta et regarda autour d'elle. Puis elle le complimenta sur la façon dont il avait tout rangé, disant que l'atelier était magnifique, presque méconnaissable. Elle regarda autour d'elle avec curiosité et demanda ce qu'était cet appareil. Le jeune homme lui répondit qu'il avait acheté une nouvelle imprimante 3D et qu'il réfléchissait justement à ce qu'il allait imprimer en premier. Il lui avoua qu'elle était la première personne à laquelle il avait pensé, et qu'il avait donc fabriqué quelque chose spécialement pour elle. L'instant d'après, il lui tendait un petit lapin transparent à l'intérieur duquel se trouvait une image de son cœur en forme de vague bleue. Yuno était fasciné par la beauté de l'objet et ne put que murmurer qu'il s'agissait d'un lapin. Le jeune homme a souri et lui a expliqué que c'était un presse-papier pour ses livres. Il lui a dit qu'il se souvenait du nombre de livres qu'elle avait et qu'il avait donc décidé de lui fabriquer quelque chose comme ça. La jeune fille a regardé avec admiration l'animal parfaitement sculpté, sentant une vague de chaleur l'envahir. Était-ce parce qu'elle n'avait pas reçu de cadeau depuis longtemps? Elle a levé les yeux vers le jeune homme et l'a remercié sincèrement, lui avouant qu'elle était très heureuse de son cadeau. Voyant sa réaction, Jon a souri et lui a dit qu'elle l'avait aidé plusieurs fois et qu'il voulait lui montrer sa gratitude. La jeune fille a répondu que ce n'était rien, qu'il avait chassé les types grossiers pour elle et que, même si elle lui avait proposé, il n'avait pas utilisé la douche. Puis le jeune homme a soudainement déclaré qu'il avait justement prévu de prendre une douche aujourd'hui. La jeune fille s'est immédiatement réprimandée pour avoir parlé sans réfléchir. Remarquant son hésitation, il a souri et lui a demandé si ce n'était que des paroles en l'air ou si le réalisateur était toujours chez elle. La jeune fille a esquissé un sourire, pensant qu'il la taquinait à nouveau, et lui a répondu qu'il pouvait venir quand il voulait et que Kimeda était déjà parti. Il a souri et lui a dit que dans ce cas, il allait enlever son tablier et l'accompagner. Inko rougit et n'arrivait pas à croire qu'il allait vraiment venir chez elle pour prendre une douche. Les images que son imagination lui renvoyait faisaient battre son cœur plus fort. Elle le regarda retirer son tablier, remarquant à quel point son dos était large, et n'arrivait pas à croire qu'il agissait avec autant de désinvolture. Elle détourna soudainement le regard vers les cartons et dit qu'il semblait avoir encore du déballage à faire. Le garçon répondit qu'il s'agissait d'échantillons d'impression test. Elle devint curieuse et essaya de jeter un œil à l'intérieur, demandant ce qu'il y avait dedans. Quelque chose qui ressemblait à son lapin. Mais elle se figea lorsqu'elle entendit Jon dire que les garçons étaient venus et avaient imprimé certaines parties de leur corps, puis il sourit. Il dit qu'il y avait aussi son propre exemple à l'intérieur, mais qu'il ne le lui montrerait pas, appréciant clairement son embarras. Yunyo s'est immédiatement éloigné des boîtes et a dit qu'il était impossible que des hommes adultes fassent des choses aussi stupides. Le garçon s'est approché et a dit qu'il les avait vraiment imprimés sur l'imprimante 3D, mais que c'était juste une blague. Puis il a regardé la jeune fille, avec un léger sourire, lui a dit que si elle était intéressée, il pouvait lui donner un des exemples. Yo, déjà brûlante de honte, secoua frénétiquement la tête et était au bord des larmes. Le garçon sourit et suggéra qu'il monte à l'étage pour qu'il puisse prendre une douche. Alors que le bruit de l'eau coulant dans la salle de bain se faisait entendre derrière la porte, la jeune fille trouva un endroit où ranger le cadeau de Jon. Le petit lapin trouva sa place sur la table de chevet, parmi les livres. Ankyo continua à l'examiner attentivement. Il était transparent et inoffensif à l'extérieur. Mais son cœur, en forme de vague, symbolisait l'océan déchaîné qu'il habitait.
Elle trouva que le lapin s'accordait très bien avec la couverture de son livre et réalisa soudain que c'était la première fois que quelqu'un lui offrait un cadeau fait main. Soudain, son téléphone l'avertit d'un nouveau message. Elle lui envoya plusieurs photos de garçons et lui demanda de choisir celui qu'elle préférait. Elle était surprise qu'il ait soudainement accepté de lui présenter quelqu'un. Il lui envoya 5 photos de garçons différents, mais à sa grande déception, elle se rendit compte qu'ils ressemblaient tous à son ex. Elle essaya d'écrire à son ami à ce sujet, incapable de comprendre pourquoi il pensait qu'elle cherchait quelqu'un qui ressemblait à Dan. Puis elle s'arrêta et pensa qu'il avait peut-être supposé qu'elle lui avait demandé de lui présenter quelqu'un simplement parce qu'elle n'avait pas encore oublié son ex. Alors qu'elle réfléchissait à ce qu'elle allait répondre à Eda, John est apparu derrière elle, a pris son téléphone et lui a demandé avec surprise pourquoi elle avait besoin d'autant de photos de garçons. En voyant la conversation avec son ami, le garçon s'est visiblement tendu et a ressenti une pointe de jalousie, mais il a tout de même demandé qui étaient tous ces garçons et pourquoi elle avait besoin d'eux. La jeune fille s'est immédiatement retirée et a répondu qu'elle réfléchissait simplement à des personnes qu'elle pourrait rencontrer et que cela ne le regardait vraiment pas. Le garçon fronça visiblement les sourcils et recula. Yinko dit que c'était impoli de regarder dans le téléphone de quelqu'un d'autre. Jund s'assit sur le canapé et dit en souriant qu'il ne pensait pas qu'elle était le genre de personne à pouvoir facilement commencer une relation avec n'importe qui. Il pensait que ce genre de choses ne l'intéressait pas. La fille répondit que les relations n'étaient pas le but et que les gens pouvaient simplement profiter de passer du temps ensemble. Le garçon l'interrompit alors avec un sourire narquois et dit que cela ressemblait plus à une relation entre amis avec avantage. Il ajouta que c'était certainement pratique d'avoir un tel ami quand les deux étaient d'accord, mais qu'il était étrange d'appeler cela une relation. La jeune fille se prit la tête dans les mains, regrettant d'avoir entamé cette conversation avec lui. Yo posa une casserole d'eau sur la cuisinière et dit qu'il allait trop loin. Elle lui expliqua qu'aujourd'hui, il était tout à fait normal de voir d'abord si on était physiquement compatible avec quelqu'un avant d'envisager de construire une relation avec cette personne. Il l'écouta attentivement, sans la quitter des yeux, et remarqua la tristesse dans sa voix. Il lui demanda si elle se sentait vraiment aussi seule. En entendant cela, la fille se figea un instant, surprise qu'il ait deviné la vérité. Elle soupira et répondit que c'était peut-être vrai. Fut surpris d'entendre une réponse aussi honnête, dans laquelle il pouvait percevoir la douleur et la tristesse. Soudain, il se leva du canapé et lui demanda si c'était pour cela qu'elle l'avait invité sous prétexte de prendre une douche. La jeune fille se figea, surprise, et répondit qu'elle ne savait pas de quoi il parlait. Le garçon s'approcha lentement d'elle et lui dit qu'elle savait quel genre de personne il était vraiment et qu'elle le traitait pourtant bien. Alors pourquoi ? Il se retrouva derrière elle, la coinçant entre lui et le comptoir, et lui murmura doucement à l'oreille. Peut-être avait-elle vu quelque chose cette nuit-là. Il pouvait presque entendre son cœur battre à tout rompre, et se penchant vers elle, il continua à lui murmurer qu'il était tombé amoureux d'elle dès le premier regard. Il passa sa main sur la sienne, et elle sentit un frisson parcourir son corps. Mais malgré ses gestes doux et sa voix détendue, elle ne percevait aucune sincérité dans ses paroles. Des gouttes d'eau coulaient encore de ses cheveux mouillés tandis qu'il continuait doucement, lui disant que si elle avait accepté un rendez-vous à l'aveugle avec lui, il l'aurait sûrement conquise dès le premier soir. Eno était outré et tenta de se libérer de son emprise, lui disant d'arrêter de dire de telles choses. Le garçon sourit légèrement et lui demanda si elle avait l'intention de trouver quelqu'un, pourquoi ne pas laisser cette personne être un ami spécial à la place ? La jeune fille se figea de surprise, profitant de l'instant, le garçon lui saisit doucement le menton et lui dit qu'il pourrait peut-être commencer tout de suite. L'instant d'après, il la tourna vers lui et l'embrassa. Ankyo répondit d'abord au baiser, mais le repoussa soudainement et lui demanda pourquoi il avait fait cela si brusquement, mais le garçon la ramena simplement vers lui. Il la serra dans ses bras et l'embrassa à nouveau. Cette fois, elle ne résista pas. Ses joues brûlaient et elle pouvait sentir son souffle lorsqu'il lui murmura qu'elle avait d'y vouloir quelque chose de léger, qu'elle avait juste besoin de sympathie pour commencer. Il passa son doigt sur sa lèvre inférieure, la regarda dans les yeux et lui dit que si elle ne voulait pas le voir perdre la tête, elle devait accepter. C'était la première fois qu'elle entendait le désespoir dans sa voix. Ankyo ne trouva pas les mots pour répondre et ses lèvres touchèrent à nouveau les siennes. Puis le garçon s'écarta et pinça malicieusement sa joue rougissante.
Son regard se voila et il sentit qu'il lui était de plus en plus difficile de se retenir, mais il ne pouvait pas se permettre d'agir selon ses sentiments maintenant. Alors, il baissa la tête avec résignation sur l'épaule de la jeune fille. Ils restèrent ainsi quelques instants, tandis que le garçon prenait de profondes inspirations pour essayer de se calmer et de retrouver son souffle. Puis, doucement, il lui avoua qu'il l'aimait vraiment. L'instant d'après, il s'éloigna d'elle et lui dit qu'il était temps pour lui de partir. Junio resta là, troublé, ne comprenant pas ce qui se passait. Jane sentit soudain quelque chose de petit et de doux le frapper dans le dos. Il se retourna et vit que la jeune fille lui avait jeté un chiffon et criait qu'il avait raison et qu'elle avait tout vu. Elle pressa sa main contre sa poitrine, sentant son cœur battre à tout rompre, et avoua qu'elle l'avait surpris à ce moment-là et qu'elle l'avait entendu murmurer son nom. C'était exactement pour cela qu'elle voulait trouver quelqu'un, pour éviter de céder aux tentatives de séduction de ce jeune homme. C'est pourquoi elle l'avait averti de ne pas agir impulsivement et de ne plus jamais l'embrasser sans lui demander. John fut surpris par sa tirade, mais un sourire narquois se dessina sur son visage. À sa grande surprise, le garçon s'approcha à nouveau d'elle et lui dit que puisqu'elle connaissait ses intentions, elle pourrait peut-être céder juste une fois, ou au moins lui faire comprendre ce qu'elle préférait. Il se tint devant elle et tendit la main pour fermer le robinet d'eau bouillante. Se penchant vers son oreille, il lui murmura que sinon, il ferait les choses à sa manière, et qu'elle n'avait pas besoin de chercher quelqu'un d'autre puisqu'il y avait déjà un homme à portée de main. Ankyo s'assit sur le lit en se serrant dans ses bras, perdu dans ses pensées, se demandant comment le garçon avait pu partir après tout ce qui avait été dit. Elle regarda le cadeau qu'il lui avait offert et se dit qu'elle ne le comprenait pas du tout. Elle ne pouvait pas nier qu'il était beau et que son cœur battait la chamade lorsqu'elle était près de lui. Mais était-ce de l'amour ou simplement du désir? Elle n'en savait rien. De plus, elle ne croyait pas qu'il ait pu tomber amoureux d'elle en si peu de temps. Mais la jeune fille continuait de penser à lui, même si c'était la dernière chose dont elle avait besoin à ce moment-là. Elle prit son téléphone pour vérifier son emploi du temps et fut surprise de voir un appel manqué de son professeur. Elle se demanda quand elle avait bien pu manquer cet appel. Elle se souvint alors que Jen l'avait coincé près de la cuisinière. Le professeur lui avait envoyé un message lui suggérant de donner plusieurs cours par semaine. Et bien qu'il l'ait beaucoup aidé pendant ses études, il l'avait souvent poussée jusqu'aux larmes. Elle ne savait donc pas si c'était une bonne idée de se rapprocher à nouveau de lui. Le lendemain, il pleuvait dehors, mais John est allé courir pour se changer les idées. De retour chez lui, il ôta ses vêtements trempés et se dirigea vers la douche. Il repassa les événements de la veille dans son esprit et se mit en colère contre la jeune fille qui avait laissé Eda dormir chez elle. À cause de cela, il n'avait pas pu se contrôler et avait cédé à ses pulsions. Il avait pourtant essayé de toutes ses forces de se maîtriser, mais dès qu'il imaginait un autre homme près d'elle, il perdait tout son sang-froid. Puis il se souvint de ses joues rougies et de son regard vitreux, et il se sentit perdu. Son image dans son esprit fit battre son cœur plus fort, et il ne put s'empêcher de fantasmer sur ce qu'il pourrait faire. Il se souvint d'avoir vu Yu Mianko il y a de nombreuses années, son sourire et ses yeux pétillants. Alors, il frappa le mur avec force, laissant les jets d'eau emporter les traces de sa tension. En sortant de la douche, il se dit qu'il avait définitivement perdu la tête à cause d'elle. Même s'il était tombé amoureux d'elle 10 ans auparavant, elle n'avait pas changé d'un iota. Mais lui, il était devenu une personne complètement différente. Elle ne le reconnaîtrait même pas aujourd'hui. Soudain, il fut distrait par le bruit d'une notification sur son téléphone. Son père, avec son ton condescendant habituel, lui écrivait pour lui dire qu'il lui envoyait une nouvelle voiture pour son anniversaire et espérait que son fils voudrait le voir et passer du temps avec lui. John n'aimait pas que son père n'ait toujours pas accepté sa décision de vivre avec sa mère après le divorce et de changer de nom de famille. La pression constante et la désapprobation de son père ne faisaient que creuser le fossé entre eux. Bien que le remariage de sa mère lui ait donné un demi-frère, John se souvint soudainement d'Inko et de la façon dont elle avait deviné ses plans à son égard. Il n'était pas contrarié. Au contraire, il était content qu'elle lui ait enfin prêté attention. Il pleuvait toujours à verse dehors et la jeune fille continuait d'essuyer le sol pour enlever les traces d'eau. De plus, il y avait beaucoup de visiteurs, car de nombreuses personnes cherchaient à s'abriter de la pluie. Soudain, du coin de l'œil, la jeune fille aperçut John entrer dans le café. Elle décida qu'après la veille,
il ne pouvait plus s'éviter et se résolut à lui parler. Mais à sa grande surprise, les filles à la table où il était assis l'appelèrent. Le garçon lui jeta un bref coup d'œil et la salua. Mais elle rougit et décida de lui parler plus tard. Elle retourna au comptoir où Seontae se mit immédiatement à deviner laquelle de ses filles sortait avec le propriétaire de l'atelier. Le garçon continua à bavarder sans relâche sur la gentillesse de Jean avec elle et sur le fait qu'une des filles le regardait clairement avec des yeux amoureux. Yunyo ne voulait pas l'admettre, mais elle se sentait mal à l'aise d'entendre toutes ces suppositions. Elle essaya d'éviter d'approfondir le sujet avec sa collègue. Pendant ce temps, Jian s'approcha du comptoir et tendit sa carte pour commander un café. Mais soudain, Eda apparut avec un sourire étrange et dit qu'il lui avait promis un café gratuit par jour. Il prit la carte et dit qu'il apporterait le café rapidement. Jean répondit par un sourire étrange et dit qu'en tant que pâtissier, il ne devait pas se donner cette peine et laisser les autres employés s'en occuper. Inko observait leur échange voilé avec tension, comme s'ils étaient des enfants dans un bac à sable se disputant un jouet. Finalement, elle lui arracha la carte et dit qu'elle allait préparer le café, demandant à Eda de lui préparer une part de gâteau. Soudain, Seontae intervint, disant que le garçon pouvait déguster le gâteau avec sa petite amie. Il ajouta que lui et Ankyo venaient justement de dire qu'ils allaient bien ensemble. En entendant cela, la jeune fille ne put que pousser un profond soupir. John se raidit et se tourna vers elle pour lui demander de quoi ils avaient parlé exactement. Elle leva les yeux vers lui et répondit qu'elle lui avait simplement proposé de manger le gâteau. Le jeune homme la regarda d'un air méfiant et lui demanda avec qui exactement il lui proposait de le faire. Jean lui lança un regard meurtrier, ce qui fit immédiatement s'excuser le jeune homme, qui dit qu'il avait dû se tromper. La jeune fille tenta d'apaiser les tensions et dit que comme ses amis l'attendaient depuis un moment, elle avait simplement décidé de leur offrir quelque chose de sucré. Rien de plus. Le type a simplement souri, hoché la tête et s'est éloigné. Yo s'est tournée vers Eda et lui a dit qu'elle avait regardé toutes les photos qu'il lui avait envoyées. Elle lui a ensuite demandé si l'homme sur la 3e photo était quelqu'un de bien. Eda lui a répondu que c'était un bon ami, mais que seul le temps le dirait en matière de relations amoureuses. La jeune fille regarda le jeune homme, observant la façon dont il souriait et discutait avec les filles à la table. Puis elle dit qu'elle essaierait de le rencontrer une fois, et Eda répondit de manière assez vague, disant que dans ce cas, il s'en occuperait. Elle prit le plateau et dit qu'elle allait prendre la commande. Seontae, remarquant la tension entre les deux amies, se demanda ce qui s'était passé entre elles. En s'approchant de la table, Ankyo posa le café et les friandises. Les filles la remercièrent joyeusement, le visage illuminé par leur sourire. L'une d'elles, très charmante, demanda au garçon s'il voulait bien leur montrer son atelier après. En partant, Yunyo remarqua que le garçon s'était levé et avait proposé aux filles de l'accompagner à l'atelier. Elle se dit qu'elles étaient plus jeunes et plus belles qu'elle. Après leur départ, la jeune fille se dit que, quoi qu'elle en pense, elle n'était pas à leur hauteur. S'y suggéra d'organiser un dîner d'entreprise, vu le mauvais temps. Mais Kimeda répondit que par un temps pareil, ni lui ni Ankyo n'étaient d'humeur à sortir. Le jeune homme se tourna vers la jeune fille et lui demanda si c'était pour cela qu'elle était si morose, et elle répondit qu'il avait raison. C'était à cause du temps. Le soir arriva, le café ferma et la jeune fille regarda la pluie qui continuait de tomber. Elle décida de rester et de travailler un peu sur son manuscrit, d'autant plus que parfois, l'ambiance morose lui donnait de l'inspiration. Soudain, elle remarqua que la voiture de Li-Jean était toujours garée devant le café. Cela signifiait qu'il n'était pas encore rentré chez lui. Elle baissa la tête et se reprocha d'avoir encore une fois laissé ses pensées revenir vers lui. Elle se mit à taper son texte, pensant que même si demander à Eda de lui organiser un rendez-vous à l'aveugle avait été impulsif, c'était quelque chose dont elle avait besoin pour comprendre ce qu'elle ressentait vraiment pour Jon. Elle décida que si le frisson qu'elle ressentait lorsque Li-Jean était près d'elle pouvait être ressenti avec un autre homme, cela signifierait qu'elle avait simplement besoin de chaleur. Ainsi, elle saurait définitivement si elle était attirée par lui à cause de sa solitude ou s'il y avait vraiment quelque chose entre eux. Bientôt, la jeune fille s'étira, fatiguée mais satisfaite. Elle avait envoyé une partie de son manuscrit à l'éditeur. Ils avaient embauché un employé à temps partiel au café et elle avait accepté de donner des cours, elle allait donc bientôt devoir rencontrer le professeur.
Les coups discrets à la porte l'attirèrent de ses pensées. Lorsqu'elle tourna son attention vers la porte, elle vit Lee Jun debout devant elle. Il se tenait devant la porte, faisant signe à la jeune fille de le laisser entrer. La jeune fille hésita à ouvrir la porte, mais voyant qu'il ne partait pas, elle décida de sortir et lui dit que le café était déjà fermé. Le jeune homme se faufila devant elle et lui dit qu'il n'était pas venu pour prendre un café. Il entra et la jeune fille lui demanda pourquoi il était venu et où étaient ses amis. Il s'assit à une table et répondit qu'il n'avait aucune idée de l'endroit où il se trouvait. La jeune fille s'assit en face de lui, soupirant en pensant que ce type n'essayait même pas de lui cacher sa vraie nature. Le type lui demanda comment s'était passée sa journée et Eun-kyo lui répondit qu'à cause du temps pluvieux, il y avait eu beaucoup de clients. En plus, elle se sentait toujours plus fatiguée par ce temps-là. John lui demanda soudain si elle se sentait seule. La jeune fille ferma son ordinateur portable et lui répondit qu'il draguait trop maladroitement et que cela marchait peut-être avec des filles plus jeunes. Le garçon répondit sans hésiter qu'il ne connaissait pas leurs préférences, car il ne s'était jamais intéressé à personne de cette façon. Eun-kyo ne le croyait pas, mais elle a dit à voix haute qu'elle ne sortirait pas avec lui parce qu'il était trop jeune pour elle et lui a conseillé de se trouver une petite amie parmi ses camarades. Le garçon a souri et lui a demandé si le seul problème était son âge. La jeune fille a répondu que les relations avec des garçons plus jeunes étaient trop pesantes. Jean a dit qu'il n'avait jamais suggéré d'entamer une relation, donc il ne comprenait pas de quel fardeau elle parlait. Il lui demanda si elle était peut-être troublée par sa déclaration d'amour. Il ajouta ensuite qu'elle était très mignonne. L'instant d'après, il se pencha vers elle, sans la quitter des yeux, et lui dit qu'elle avait elle-même dit qu'elle cherchait quelque chose de décontracté. Mais maintenant qu'il avait joué le jeu, elle semblait avoir peur. Eun-kyo le fixa intensément, le cœur battant à tout rompre, mais pas par peur. Au contraire. Elle ne comprenait pas pourquoi il était si déterminé à la séduire. Elle tendit la main vers lui et toucha ses lèvres douces, se demandant ce qui l'attirait autant chez elle. Était-elle vraiment son type? Ou était-ce simplement de la curiosité? Il sourit lorsqu'elle passa inconsciemment son doigt sur ses lèvres, sentant le changement dans l'atmosphère entre eux. Sentant sa main se déplacer vers sa nuque, le garçon se pencha vers elle, réduisant la distance entre eux, prêt à l'embrasser. Mais juste au moment où leurs lèvres allaient se toucher, la jeune fille couvrit soudainement ses lèvres de sa main et lui dit qu'il y avait des caméras de sécurité dans le café. Elle lui expliqua qu'en tant que directrice, elle ne pouvait pas se permettre que quelqu'un voie une telle scène. Avec un soupir, le garçon se rassit à sa place. Il écrivit rapidement son numéro de téléphone sur un bout de papier et le tendit à la jeune fille en lui demandant de le garder, puisqu'ils étaient déjà si proches. Il se leva de table et lui dit qu'il valait mieux qu'elle rentre chez elle, car il n'était pas prudent pour elle de rester seule au travail à une heure aussi tardive. En partant, il lui dit également qu'elle pouvait passer à son atelier si elle le souhaitait. Eun-kyo fixa les chiffres inscrits sur le bout de papier, se demandant comment elle pourrait aller le voir après tout ce qui s'était passé. Elle ferma son ordinateur portable, se sentant complètement épuisée, et décida d'aller se reposer. En chemin, elle jeta le bout de papier avec le numéro de téléphone du garçon à la poubelle, car elle ne voulait pas le conserver. Elle ne voulait pas créer de nouveaux points de contact en échangeant des messages. Elle s'allongea sur le canapé de la salle de pause au rez-de-chaussée, mais elle se sentait tellement épuisée qu'elle pensa qu'il valait mieux monter chez elle. La jeune fille sentit ses paupières se fermer, mais elle continuait à réfléchir à la raison pour laquelle elle avait agi ainsi. La dernière chose dont elle se souvenait avant de s'endormir était le visage du garçon et l'idée qu'elle n'avait peut-être pas découvert tous les masques qu'il portait. Sous le bruit de la pluie contre la fenêtre, la jeune fille sombra dans le sommeil. Si vous avez aimé ce résumé, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de commenter et de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine saison. Elle sera encore plus émouvante, dramatique et romantique.